Bonsoir à tous. Moi aussi, je suis ravi d'être là. Je ne connaissais pas ce lieu. Ça respire le bonheur au travail, qui sera l'objet de la première table ronde. Alors, 2049, pour le storytelling, c'est parti d'une phrase de Yuval Noah Harari qui dit que pour la première fois de l'histoire de l'humanité, personne n'a la moindre idée de ce que sera le monde dans 30 ans. Et alors, il donne 3 exemples. Il dit on ne sait pas ce que sera le corps humain dans 30 ans, on ne sait pas ce que seront les structures familiales dans 30 ans, et on ne sait pas ce que sera le travail dans 30 ans. Donc c'est très bien, ça tombe bien, on va en parler aujourd'hui. Et à l'Obs, on aime bien les défis, donc on a décidé de relever ce défi. Est-ce qu'il est impossible de prévoir le monde dans 30 ans? Et on a organisé une série de conférences. Aujourd'hui, c'est la 10e, donc bon anniversaire 2049. Sur l'alimentation, sur les transports, sur la guerre, sur la mobilité, sur la ville, sur l'écologie, etc. Et on va continuer en 2019. En 2020, pardon. Alors, il faut que je remercie les partenaires de 2049. Il y en a quelques-uns. Il y a Orange, Leroy Merlin, j'en oublie toujours, je suis désolé, SNCF et BPI France. The Conversation, qui est notre partenaire média. Et puis, évidemment, The Family, qui nous accueille ce soir. Un dernier mot. Si vous tweetez, il y a un hashtag. Alors, je crois que c'est Ops 2049 L'Ops 2049. Voilà, l'Ops 2049. Et maintenant, je laisse la parole donc à notre keynote speaker, Daniel Cohen, qui est économiste bien connu, auteur de livres à succès, qui est professeur à Normal Sup, qui est fondateur ou cofondateur de l'École d'économie de Paris, et qui a écrit un livre qui s'appelle « Il faut dire que les temps ont changé, chronique fiévreuse d'une mutation inquiète », où il analyse les mutations que nous traversons aujourd'hui. Et on va voir si, pour ce qui est du travail, il est inquiet, voire fiévreux. Daniel. Merci. Bien, merci. Donc j'ai juste exactement 10 minutes. Je vais essayer de ramasser les choses que j'ai à dire. Donc le travail en 2049, il y a évidemment plusieurs façons d'aborder ça. Je ne vais pas vous dire comment on travaillera en 2049, mais je vais essayer de définir la façon de se repérer dans ce nouveau cycle d'incertitude, parce qu'il y en a eu quand même beaucoup d'autres. Je ne suis pas sûr qu'en 1788, on aurait bien prévu les choses, et la même chose à la fin du 19e siècle. Mais d'abord, la première question, évidemment, qu'on se pose souvent, c'est est-ce qu'il y aura du travail en 2049, ou est-ce qu'on vit un nouvel épisode de cette crise d'une disparition annoncée du travail? Là encore, ce serait simple d'y répondre à chaque tournant, à chaque révolution technologique, celle du 18e, du 19e, celle qu'on vit aujourd'hui. La question de la disparition du travail se pose toujours. Un grand économiste qui s'appelle Sismondi de Sismondi, qui s'inquiétait de la disparition du travail avec cette phrase « Que se passerait-il, disait-il, le jour où le roi, en tournant constamment une manivelle, fasse produire par des automates tout l'ouvrage de l'Angleterre ?» Il disait ce serait la fin d'un monde, celui d'une société où le travail est une manière d'inscrire les personnes dans la société. Bon, ça ne s'est pas produit au 19e siècle, au 20e. Il n'y a pas de raison que ça se produise aujourd'hui, mais par contre, la question, évidemment, fondamentale, c'est de savoir, non pas si le travail va disparaître en général, je vais y revenir, ceci dit, un peu plus tard, mais plutôt de savoir quel travail, quels travaux vont disparaître, quels sont ceux qui vont surgir, quels sont ceux qui, au contraire, vont se développer grâce à ces nouvelles technologies. Les économistes cherchent donc toujours à savoir quelles sont les catégories qui sont menacées par une révolution technologique. Et à l'aube des années 80, quand on a commencé la révolution informatique à proprement parler, la façon de se représenter ce qui allait être favorisé par cette révolution et ce qui allait être au contraire frappé, affaibli par cette révolution, c'était une typologie travail qualifié, travail non qualifié. On pensait à l'époque que l'informatique naissante, etc., allait favoriser le travail qualifié, le travail de ceux qui disposent des capacités cognitives et autres de pouvoir utiliser l'informatique naissante, et qu'à l'inverse, le travail non qualifié allait disparaître parce qu'incapable d'utiliser le levier qu'offraient ces nouvelles technologies.
C'était une des explications à l'époque de la montée des inégalités. Et puis, au fond, c'était une des raisons pour lesquelles les conclusions de politique économique très simples qui en résultaient étaient de faire monter tout le monde dans l'échelle de l'éducation pour que tout le monde soit qualifié et qu'on fasse disparaître les travailleurs non qualifiés. C'est tout à fait autre chose qui s'est produite au cours de ces 30 dernières années. Aujourd'hui, les économistes ont un autre terme, c'est celui de polarisation. En fait, ce qui s'est passé en France comme aux États-Unis, on a publié au CEPREMAP, un centre que je dirige par ailleurs, une étude qui montre ce phénomène très à l'œuvre en France comme il l'est aux États-Unis. C'est un phénomène de polarisation dans lequel les très hauts revenus vont profiter du progrès technique pour gagner toujours davantage, et les très bas revenus ne vont pas s'enrichir, mais en termes d'emploi vont bénéficier de quelque chose qui va ressembler à un affaissement, une disparition des emplois du milieu. En fait, c'est le milieu de la distribution des revenus, les emplois intermédiaires, les emplois, on va dire, de contremaître, ceux dont le rôle était de transférer l'information du haut de la distribution vers le bas. Ce sont ces emplois de la classe moyenne qui vont disparaître, en tout cas qui vont subir l'effet inattendu de cette révolution informatique. Pour le dire d'une autre manière, ce que cette révolution informatique va faire, c'est en réalité donner un instrument de recomposition radicale de l'organisation du travail, dans sa verticalité d'abord, mais plus généralement, le point le plus important que l'informatique va faire avec les fax et puis évidemment avec Internet, c'est donner les moyens de réorganiser les entreprises en fuyant la structure d'organisation très verticale qui pouvait exister dans la société industrielle des années 50 et 60, dans lequel il y avait une espèce d'unité organique, hiérarchique, d'obéissance entre le sommet de la hiérarchie et le bas, hiérarchie obéissante, mais qui avait comme mérite, au fond, de lier tous les échelons de cette hiérarchie les uns aux autres, avec des grilles de salaire très fixes qui faisaient que le bas de la distribution profitait, au fond, autant que le haut de la distribution de la croissance économique. Ce que la révolution informatique va faire, c'est débiter en tranches cette organisation verticale en inventant, en généralisant, en tout cas, un nouveau mode d'organisation, le rapport donneur d'ordre sous-traitant. Ce que la révolution informatique va faire, c'est casser cette verticalité en une fausse horizontalité dans lequel chacun devient le donneur d'ordre de quelqu'un et le sous-traitant de quelqu'un d'autre. La montée des inégalités qui s'observent doit bien sûr en partie à ce critère de départ qualifié, non qualifié, mais surtout, ce sont des études récentes qui l'ont montré aux États-Unis, l'explosion des inégalités qu'on observe aux États-Unis doit beaucoup au fait que les entreprises ne lient plus entre eux ces différents étages. Les inégalités de revenus au sein des entreprises ont baissé aux États-Unis malgré cette explosion d'inégalités commentée notamment par les travaux de Thomas Piketty et de ses co-auteurs. En revanche, ce qui a explosé, c'est les inégalités de destin entre les entreprises. Quand on est le sous-traitant de quelqu'un, le donneur d'ordre peut inventer des choses extraordinaires, il ne tire plus, comme par le passé, ceux qui étaient, on va dire, hiérarchiquement inférieurs, mais qui étaient associés dans l'ancien monde industriel à cette organisation du travail. Donc tout ça, c'est le premier âge de cette révolution informatique, celle qu'on a organisée, celle qu'on a connue depuis le début des années 80, et à l'époque, personne n'aurait prédit exactement que c'était les échelons intermédiaires, ceux qui faisaient le lien entre ces différents étages qui allaient disparaître. Aujourd'hui, on prend la mesure du fait que c'est bien la classe moyenne qui a été attaquée par ce premier âge. On peut dire d'une certaine manière, en allant très vite, que ce premier âge est en train de s'interrompre. On a été au bout, apparemment, vraisemblablement, de ce que cette externalisation, cette délocalisation des tâches peut produire. Quand on regarde les statistiques du commerce international, qui ont été un des vecteurs de cette destruction des anciens modes industriels, ce que les économistes appellent le vecteur d'une désintégration verticale de la chaîne de valeur, on voit que c'est en train de stagner, que les ressources que peut procurer en termes d'efficacité, c'est-à-dire en fait essentiellement en termes de mise en concurrence et de compression des coûts, ce rapport donneur d'ordre sous-traitant est en train de toucher ses limites et qu'on voit qu'il y a plutôt besoin de réinternaliser au sein des entreprises ce qui a été systématiquement détruit. Et je crois que nous entrons maintenant dans une nouvelle révolution industrielle. Évidemment, elle fait partie de la révolution numérique, de la révolution informatique, mais c'est véritablement quelque chose de nouveau qui est en train de se préparer. C'est sans doute d'ailleurs la raison pour laquelle on est dans cette incertitude. On voit s'achever le premier âge de la révolution informatique, ce qu'Internet nous permet de faire, et on n'est pas encore tout à fait au clair du deuxième âge. Donc c'est ce deuxième âge qu'en 4 minutes, je vais essayer d'éclairer en reprenant les travaux que j'utilise dans mon précédent livre,
livre « Il faut dire que les temps ont changé », d'un économiste français qui s'appelle Jean Fourastier et qui a écrit en 1948 un livre qui s'est intitulé « Le grand espoir du XXe siècle ». Alors, ce grand espoir a été d'une certaine manière trahi, repensé, mais je crois qu'il est très utile pour comprendre ce qui est en train de commencer maintenant. Fourastier dit les choses très simplement et avec beaucoup de concision et de profondeur historique. Il dit, au fond, l'histoire humaine est très simple à décrire. Elle a connu 3 âges. Le premier âge, c'est celui au cours duquel les humains ont cultivé la terre, ont travaillé la terre. Le deuxième âge, qui commence avec la révolution industrielle de la fin du XVIIIe siècle, c'est l'âge où les humains vont travailler la matière. Le troisième âge dans lequel nous entrons maintenant, c'est l'âge d'une société dans laquelle les humains vont travailler les humains eux-mêmes. C'est une société, on dirait, de service, une société dans laquelle on va être le docteur, le coach sportif, le médecin, l'accompagnateur, l'aide-soignant d'une autre personne. Et pour lui, c'était un grand espoir parce que c'était la promesse d'une société qui allait enfin atteindre sa destination finale, s'occuper des humains eux-mêmes, au fond la promesse d'une société, on dirait, humaniste. Le codicile que Fourastier apporte à cette prévision, c'est que cette société de service, cette société où les humains s'occupent des humains, va souffrir d'un petit handicap, mais pour lui, ça n'en est pas un, c'est qu'elle va être incapable de générer de la croissance économique. Pourquoi ? Parce que dans une société de service telle qu'il la caractérise, les humains s'occupent des humains, la valeur du bien qui est produit dans cette société, c'est le temps de travail que je passe avec autrui, comme le temps de travail que je passe avec vous ce soir. Il n'est pas extensible, sauf à travailler plus pour gagner plus, qui va être d'ailleurs d'une certaine manière une des façons pour la révolution néolibérale d'interpréter ce moment particulier d'une société de service qui a du mal à croître. Eh bien, il faut admettre que nous entrons dans ce qu'on appelle, dans le langage des économistes, un état stationnaire, c'est-à-dire une situation dans laquelle, voilà, je m'occupe de toi, qui s'occupe d'un tel, qui s'occupe et qui s'occupe de moi. Eh bien, ce point, cette analyse de Fourastier nous permet de comprendre ce qui est en train de se passer maintenant. Le capitalisme, les aspirations peut-être des classes populaires à toujours plus de croissance, font qu'une société qui ne croît pas, pour l'instant, n'a pas encore trouvé une façon d'exister socialement. Les revendications de pouvoir d'achat, la façon dont le capitalisme fonctionne, qui est de toujours chercher du rendement là où il n'y en a pas, font que ce problème s'est posé depuis le ralentissement de la croissance du début des années 80 en réalité, ce problème de savoir comment continuer l'aventure de la croissance, à supposer que ce soit une bonne chose, bien sûr, dans un monde qui n'en génère pas spontanément. Eh bien, je crois qu'on est en train, maintenant seulement, depuis peut-être quelques années, de comprendre ce qui est en train de se passer, de nous arriver. Il se passe que nous sommes en train d'apporter une réponse à ce problème de Fourastier en numérisant tout ce que nous sommes. À partir du moment où les humains auront été entièrement numérisés, c'est-à-dire à partir du moment où tout ce qu'ils sont, leur état de santé, leurs aspirations à ceci et cela, seront rentrés dans une matrice de big data, alors oui, on pourra renouer avec la croissance, des algorithmes pourront s'occuper des personnes qui auront été préalablement numérisés. Le grand espoir de Fourastier d'une société humaniste, évidemment, est en train d'être fracassé par la manière dont cette société numérique est en train aujourd'hui de relever ce défi, de continuer l'aventure de la croissance quand les humains sont les objets de cette société elle-même. Est-ce que j'ai 1 minute ou est-ce que c'est terminé ? 1 minute. Alors donc, à partir de là, on peut passer très vite sur cette question. Que va devenir le monde du travail dans cette société où tout va devoir être numérisé, dématérialisé pour permettre à des algorithmes de continuer à nous traiter à distance et sans avoir besoin de passer du temps. La prochaine fois, ce sera évidemment un hologramme, un truc bizarre qui vous parlera à ma place pendant que je pourrai faire d'autres choses. Alors, comment les choses peuvent évoluer ? Il y a 2 solutions. La première, c'est qu'on continue dans ce qui est en train de se dessiner avec une société dans laquelle on va inventer des applications tueuses qui vont, partout où c'est possible, vous offrir de vous traiter en ligne, l'automédication, apprendre les langues, etc. Cette voie-là ne va pas faire disparaître le travail, elle va concentrer la richesse dans ceux qui inventent ces nouvelles applications, lesquels auront naturellement des gens pour travailler pour eux. Quand on est Bill Gates, on a des médecins, on a des précepteurs, on a des enseignants. On ne se laisse pas avoir par ces algorithmes ou par ces logiciels qui vont se substituer aux uns et aux autres, lesquels on a des avocats qui s'occuperont de vous. Bref, on aura une espèce de chaîne
échelle concentrique dans lequel le centre de la richesse créée aura une espèce de domesticité élargie qui progressivement viendra diffuser, percoler sa richesse. Plus on sera loin du centre, moins il y aura de travail, moins il sera rémunéré, et plus il y aura des algorithmes pour prendre en charge les personnes. L'autre voie, le scénario B, c'est l'autre scénario qui, au fond, s'est toujours imposé dans l'histoire. C'est tout à fait différent. C'est un scénario dans lequel les médecins pourront bénéficier de ces nouvelles technologies pour gagner du temps qui leur permettront de s'occuper des gens. Ce sont des enseignants qui, grâce à des manières de voir qui a des difficultés, qui n'en a pas, pourront retrouver du temps pour mieux s'occuper des personnes. Bref, ce sera une façon, non pas de remplacer les humains par des algorithmes, mais au contraire, d'avoir les moyens de retrouver du temps pour accomplir l'idéal de Fourastier. Qu'est-ce qui fait qu'on sera dans le scénario A ou dans le scénario B? Normalement, dans l'histoire, c'est le scénario B qui s'impose. Les technologies deviennent des complémentaires des humains. Aujourd'hui, il y a quelque chose de différent qui se passe, et je veux terminer là-dessus parce qu'on est dans un endroit qui, j'espère, sera attentif à ça. Aujourd'hui, l'incitation à innover, elle vient de la Silicon Valley, c'est-à-dire qu'elle vient d'un business model dans lequel ce qu'il faut, c'est faire advenir le scénario A. Les gens de la Silicon Valley sont payés pour inventer des technologies qui vont créer ces applications tueuses, qui vont se substituer aux médecins, aux enseignants ou aux professeurs de langue. Alors que ce qu'il faut pour le scénario B, et j'espère que vous allez y travailler, c'est donner les moyens aux médecins, aux architectes, aux enseignants de disposer de cette intelligence pour garder, si c'est possible, le contact avec leur public. Je vous remercie. Bonjour, bonsoir, merci d'être là. Donc, voilà, nous allons avec un vrai défi, là, c'est le cas de le dire, le bonheur au travail demain. Donc je vais inviter mes intervenants à s'installer. Et puis, juste une petite précision, on a un petit changement de programme. Daniel Linhart du CNRS n'a pas pu venir, mais on est ravis évidemment d'accueillir Isabelle Barthes et nos intervenants. Le bonheur au travail demain. Donc c'est compliqué après Daniel Cohen parce que faire la transition entre l'inquiétude et la fièvre et le bonheur au travail, on va essayer néanmoins. Je vais laisser justement mes invités se présenter, c'est plus simple et puis ça permet d'être plus efficace. Isabelle, je vous en prie. Alors moi je suis Isabelle Barthes, désolée je ne suis pas Daniel Linhart, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je dirige une école de management, j'en ai dirigé une avant, donc je suis au contact de jeunes. J'ai aussi mon petit panel personnel puisque j'ai 6 enfants qui sont grands. Et oui, donc je peux parler beaucoup de conciliation, vie professionnelle et vie privée. Et je suis aussi avant tout chercheuse puisque je suis en sciences de gestion et je travaille depuis des années sur des questions du travail, mais on y reviendra avec des variantes diverses et variées. Bonsoir à tous, je suis Virgile Ringard, donc je suis directeur des ressources humaines chez Comet. Donc j'ai fait toute ma carrière dans les ressources humaines, en commençant par les grands groupes français, puis ensuite en rejoignant Criteo, qui était une des rares licornes françaises qui a connu l'hypercroissance à l'étranger. Et je suis maintenant chez Comet, donc on est une entreprise de 70 personnes. Et pourquoi Comet est très intéressant pour ce soir? Déjà parce qu'on est passé par The Family, donc on a eu la chance de faire bénéficier, de commencer ici et de passer par The Family, mais surtout parce que dans la nature de notre activité, on met en relation des freelances avec des entreprises dans le domaine de la tech et du data. Donc on a une plateforme qui est, qui fonctionne beaucoup grâce à l'intelligence artificielle. Donc je me retrouve plus Comet dans le scénario A dont parlait Daniel, plutôt que dans le scénario B pour l'instant, mais tous les chemins sont encore possibles. Et surtout, le deuxième point qui est assez intéressant, c'est qu'on se veut, de par notre volonté chez Comet, essayer de créer une nouvelle expérience de travail. Donc je pense qu'on expérimente chez nous en interne beaucoup des choses qui, on pense, feront partie du travail de demain. Bonsoir à tous, donc Thibaut Bardon, moi je suis professeur en management à Audencia Business School, responsable de la recherche en management à l'école et aussi titulaire de la chaire innovation managériale. Donc c'est effectivement un carrefour de réflexion autour de ce thème des innovations managériales, où on essaye de mettre en lien effectivement des académiques, des entreprises, des gens de la société civile, parce qu'on est convaincu qu'effectivement les solutions se trouvent au carrefour en fait de ces différents mondes.
Écoutez, on va commencer tout de suite et je le précise, il y aura évidemment le temps des questions de la salle et on va faire ça de façon très dynamique, donc préparez vos questions, on sera ravis d'y répondre. Isabelle, je vais commencer avec vous, je vais faire le lien avec ce qu'a dit Daniel Cohen, cette société numérisée, le fameux scénario A, scénario B, comment on fait du coup pour que on ne soit pas les esclaves entre guillemets du numérique, mais qu'au contraire on en fasse des outils qui tendent à aller vers plus de bonheur, en tout cas plus peut-être de liberté, plus. On sait qu'il y a deux écoles qui s'affrontent. Comment on fait du coup ? Dans 30 ans. Hein. Alors, le thème était le bonheur. Alors, je crois que je vais d'abord dire plusieurs choses. Je vais dire qu'il faut qu'on soit très modeste, parce qu'on va être très franco-français ce soir, je pense. Et qu'en voyage ou on travaille à travers le monde, le rapport au travail n'est pas du tout le même en Afrique, en Asie. Je crois qu'il faut le dire très fort, ou en Amérique du Sud. Deuxième chose, il ne faut pas confondre travail et emploi. Je pense plus parler de l'emploi que du travail. Le travail, c'est beaucoup d'autres choses qui peuvent être hors emploi. Et ça, je pense qu'il faut qu'on se rappelle. Alors après... le bonheur, troisième chose, je voudrais le dire, ce n'est pas un droit et ce n'est pas une récompense. Il y a un proverbe africain que vous connaissez certainement, que j'aime beaucoup, qui dit que le bonheur, ce n'est pas l'absence d'orage, mais c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Et là, on voit bien qu'il y a une construction du bonheur qui n'est pas quelque chose qui tombe du ciel, et grâce à des nouvelles conditions de travail, etc. Alors, après, Daniel Cohen l'a très bien décrit, on est dans un monde en transition. Transition numérique, transition démographique, transition écologique. La France n'a pas la culture de la transition. Moi, je suis manager depuis des années, je mène des conduites du changement, et on en reviendra, il y a beaucoup de paradoxes au sein de chacun d'entre nous. Nous sommes des êtres paradoxaux. Et c'est vrai que cette quête du bonheur au travail, les outils numériques arrivant, créent de l'incertitude, ça a été très bien décrit. Moi, j'ai une conviction profonde pour aller très vite. Je pense que c'est l'humain qui va être au centre de toutes les questions. Ne serait-ce que parce que les fameux algorithmes sont construits par des humains, que nous avons besoin de ce lien humain. Je vais simplement dire une chose. Tout au début des années 2000, je travaillais beaucoup sur les sites marchands. Et la grande chose, c'était de dire on n'aura plus besoin de vendeurs, on n'aura plus besoin de magasins, Mais non, au contraire, voyez tous ces lieux de rencontre. On achète nos chaussures à minuit sur un site, on est en réseau, on achète nos billets de théâtre, etc. Mais on a besoin de ce lien humain. Et moi, je vois, même chez les plus jeunes que je côtoie tous les jours, leur rapport à ce qu'ils appellent encore leur chef, c'est ce qu'il y a de plus important dans le travail et dans cette quête d'une forme de bonheur. Je ne sais pas ce que c'est que le bonheur au travail, mais en tout cas un bien-être, on va dire. Virgile, vous travaillez beaucoup sur le sens, ou comment on donne du sens. Comment justement on donne du sens dans cette société numérisée où on a l'impression, ou en tout cas certains, plus que l'impression, simplement affirment que les outils vont nous dépasser, que de fait les algorithmes vont prendre le pas. Comment on garde ce sens-là? Comment on l'inscrit dans ce paradoxe-là, et dans cette transition qu'évoque Isabelle, où il y a beaucoup d'incertitudes sur ce qui va se passer, et ce qui est l'objet justement de notre discussion ce soir? Je crois que ce qu'on voit chez nous, chez Comet, c'est beaucoup et dans l'écosystème de gens qui rejoignent l'écosystème un peu start-up, petites entreprises, ils sont beaucoup dans cette quête de sens et ils vont chercher des emplois, ils vont chercher des entreprises qui sont capables de leur donner autre chose que juste des tâches à accomplir, mais au contraire du sens. Ils vont aller chercher quel est le but final de l'entreprise. Qu'est-ce que ma tâche va accomplir aujourd'hui, à quoi elle sert et à quoi elle sert demain. Je crois qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont maintenant en attente de se dire je ne viens pas juste effectuer un travail, je viens chercher une mission. Et je viens accomplir une mission au travers de l'entreprise, je viens accomplir cette mission. Et maintenant, je pense que toute personne qui... Surtout, c'est quelque chose qui est plus facile à faire dans les premières étapes de l'entreprise. Quelqu'un qui crée une entreprise maintenant se doit de proposer non plus juste des emplois, mais des missions aux gens, de les aider à accomplir quelque chose qui les dépasse un peu, qui a un but sociétal, etc. Et de plus en plus de gens sont à la recherche de ça. Moi, j'ai pu le voir notamment chez Criteo, qui était une entreprise qui faisait fondamentalement de la publicité en ligne. Et de plus en plus, on voyait des départs de gens qui se disaient qu'au final, ils étaient très bien payés, il y a un cadre de travail génial. Enfin, Criteo, ces 2 dernières années, c'était le meilleur endroit où travailler en France selon Glassdoor. Mais pour autant, malgré un salaire confortable, malgré un cadre de travail idéal, ils partaient parce qu'ils cherchaient du sens. Ils veulent plus juste faire un rôle d'ingénieur dans une société qui fait de la publicité en ligne. Ils veulent quelque chose avec un impact plus grand, plus fort. Et ils vont vers des entreprises qui leur offrent ça, ou ils créent eux-mêmes leur entreprise pour essayer d'œuvrer dans ce sens-là. C'est pas un paradoxe, c'est qu'aussi un monde du travail numérique où on a l'impression que les grands acteurs qu'on connaît tous dominent un peu tout et concentrent un peu tout et étouffent un peu cette envie de sens et de création.
je pense que les grands acteurs, c'était pas un des principes fondamentaux du moment où ils sont lancés, au moment où ils sont créés, la nécessité d'arriver à redonner du sens à leur mission, à la mission de leur entreprise. Donc ils se sont pas créés sur ces bases-là, c'est très dur de revenir en arrière. Maintenant, quand on est un grand groupe international, de se retrouver un sens qui les dépasse un peu. Et du coup, créer du sens, ça veut dire quoi? Ça veut dire le faire soi-même? Ça veut dire sortir du cadre, c'est-à-dire que les startups, on connaît, mais donc ça veut dire partir à l'aventure, entre guillemets, pour créer et donner du sens à ce qu'on veut faire? C'est partir à l'aventure soi-même, donc il y a l'aventure entrepreneuriale, ou c'est de rejoindre d'autres gens qui partagent ces mêmes valeurs, ces visions, ces notions de valeur, vision et de mission d'entreprise qui deviennent très importantes. Soit on le crée soi-même, soit on va à la recherche de gens qui les partagent pour rejoindre leur aventure. Thibaut, je vois acquiescer sur justement ces notions de valeur et de recherche de sens. Comment ça se traduit chez vous? Est-ce que c'est quelque chose, c'est une tendance qu'on voit aujourd'hui? Effectivement, à mon avis, si on veut essayer de penser en fait ce que peut être le bonheur demain ou après-demain, donc en 2049, il faut déjà se poser la question de comment est-ce que le bonheur au travail est conçu aujourd'hui. Donc effectivement, un des opérateurs majeurs, c'est la question du sens. C'est effectivement un travailleur heureux. C'est un travailleur qui exerce un métier qui a du sens pour lui, qui répond à ses aspirations profondes, qui lui permet finalement de se révéler authentiquement au monde, pour le dire simplement. Donc ça, c'est le premier opérateur. Donc effectivement, la question du sens est centrale. La deuxième question qu'on n'a pas complètement abordée, qui me paraît aussi centrale, c'est une vision qui est plus libertaire finalement du bonheur au travail. Cette idée de dire qu'un travailleur heureux, c'est un travailleur qui jouit dans l'exercice de son travail d'une certaine liberté, d'une certaine autonomie finalement pour exercer son travail. Donc finalement, quand on essaye et ça typiquement dans les entreprises, ça se traduit par des démarches d'empowerment par exemple, qui essayent de donner plus d'autonomie, de liberté aux salariés. On pense à la libération d'entreprise. Au cœur de la libération d'entreprise, il y a une rhétorique autour du bonheur en disant que si on libère finalement les salariés, ça permet de bénéficier finalement à l'entreprise parce que ça libère les énergies en interne, mais ça bénéficie également aux individus parce que ça leur permet d'avoir un job plus intéressant, de monter en responsabilité, de monter en compétences, d'avoir plus d'employabilité. Donc la question, à mon avis, qu'on doit se poser, quand on essaie de réfléchir finalement à ce que c'est que le bonheur en 2049, c'est quelles sont les formes de travail qui peuvent permettre aux gens finalement d'exercer un travail qui a du sens pour eux et de l'exercer de façon autonome, de façon libre. Donc effectivement, il y a plusieurs scénarios. Je ne sais pas si vous voulez qu'on rentre dans les scénarios. Je veux bien quelques scénarios, mais après je vais me faire un peu l'avocat du diable parce que je trouve qu'on est très bisounours d'une certaine manière. En tout cas, quand on se rapporte à ce que décrivait Daniel Cohen sur des économies où les inégalités sont quand même de plus en plus criantes. Isabelle parlait tout à l'heure, on parle de la France, mais quand on regarde un peu autour de nous, c'est un élément. Comment, du coup, toutes ces bonnes intentions, et je suis pas du tout en train de me moquer ou de prendre ça à la légère, mais comment ces bonnes intentions, comment on inscrit ces programmes-là de développement du soi, d'une certaine manière dans le travail, de l'épanouissement, dans un cadre, dans une économie où la première priorité c'est les inégalités, les gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, enfin on le voit très bien en France comme ailleurs. Donc comment tout ça se met en place? Il y a un cadre qui n'est pas tout à fait favorable à ce que vous décrivez. Et effectivement, pour rebondir sur ce qui a été dit, un certain nombre de gens effectivement s'orientent vers le travail indépendant en se disant si effectivement j'exerce mon travail de façon indépendante, je pourrais porter un projet qui a du sens, qui répond à mes aspirations et je pourrais le mener de façon indépendante pour le coup, donc de façon libre. Et effectivement, on se rend compte que très souvent, trop souvent, ça a pour conséquence finalement d'augmenter la précarité, parce qu'effectivement le salariat, c'est un mécanisme compensatoire des inégalités qui existent dans les organisations. Donc la question qu'on doit se poser, effectivement, si un des scénarios qu'on essaye d'explorer, c'est la montée en puissance du travail indépendant, c'est comment réguler ce marché de l'emploi, parce que finalement, le travail indépendant, c'est quoi? C'est la généralisation des logiques de marché à la relation d'emploi. Donc comment effectivement réguler ce marché de l'emploi? Donc ça pose plein de questions sur le statut des travailleurs indépendants, sur la régulation des donneurs d'ordre, donc des puissants sur le marché. Et on voit actuellement effectivement, notamment sous l'impulsion des plateformes digitales, qu'il y a actuellement une période de transition où ces acteurs ne sont pas complètement régulés, donc ça crée du précariat. Et effectivement, finalement, cette finalité de trouver du sens et de la liberté, là, on n'y est pas. Isabelle, comment on adresse ces inégalités? Je vais faire un peu l'avocat du diable, parce qu'il y a quand même une rhétorique managériale qui dit que quand on a des salariés heureux, on a des salariés performants. Donc on voit bien le cercle vertueux qu'on veut mettre en place.
et c'est quand même un peu magique. Moi, je me méfie aussi beaucoup des injonctions. Tu dois être heureux au travail, tu dois créer ta start-up. Je dirais, chez l'école de management, je ne dis pas à mes étudiants, vous allez être tous des heureux start-upers. Je sais que dans la salle, parmi les promos, il y a plein d'étudiants, et les études Le Monde, qui rêvent d'être fonctionnaires, qui rêvent d'avoir un job tranquille. On n'est pas tous des futurs start-upers. Et ça, je crois qu'il y a aussi... L'autre jour, j'entendais une émission qui disait qu'il y a des burn-out de gens pour la méditation. Parce qu'ils n'arrivent pas à méditer assez, ils se mettent tellement la pression qu'ils sont en burn-out par rapport à ça. Enfin, mais j'imagine, on a quand même des injonctions au bonheur qui sont un peu difficiles à entendre. Et je crois que ce qui est important, les Grecs disaient le bonheur, c'est l'ataraxie, c'est être en paix avec soi-même. Et je crois qu'il faut aussi se connaître, avoir ses valeurs, se dire que d'abord, je l'espère pour tout le monde, la vie est longue, qu'il y a des moments où on peut être start-upper, des moments où on peut être plus sur un chemin plus tranquille. Et il y a deux opérateurs, vous parliez d'opérateurs, alors on parlait beaucoup de sens, mais il y en a deux qui interviennent tout le temps, c'est conciliation vie privée, vie professionnelle. C'est-à-dire comment, alors je ne parle pas que de la famille, hein, je parle aussi de l'association, de mes vieux parents, comment je concilie mon travail, mon temps de travail et mon temps personnel. Et la deuxième chose, c'est la reconnaissance. Et moi, je vois des gens qui sont heureux dans leur travail, même si c'est pourri autour d'eux, qui gagnent pas si bien leur vie que ça, parce qu'ils ont un patron qui est sympa, parce qu'ils aiment retrouver leurs collègues, parce qu'ils aiment leurs clients. Et je crois qu'il y a plein d'alchimies assez mystérieuses qui se mettent en place et qu'il n'y a pas d'unicité, heureusement, de voix, quel que soit après. Virgile, j'insiste, moi, peut-être aussi, je suis désolé d'insister, mais est-ce que tout le monde a accès à cette espèce à ces choix ? Parce que on a un peu l'impression que vous avez raison, oui, si on peut avoir le choix, si on peut, mais peut-être qu'une partie de la population finalement ne se posera même jamais ces questions-là, de savoir si le bonheur fait partie de son paysage au quotidien. Non, complètement. Je crois qu'on parle d'une population quand même assez favorisée, mais c'est intéressant parce que pour moi, la manière de poser le problème est plus de dire tout le monde actuellement en effet n'a pas le choix de se dire n'a pas le choix ou les possibilités de choisir d'être épanoui au travail. Il a imposé un emploi pour 2 revenus et une nécessité d'avoir des revenus. Et le bonheur au travail, c'est quelque chose qui paraît très secondaire ou très loin dans la liste des priorités. Ou on pourrait dire que le bonheur au travail, c'est déjà d'avoir un travail. Exactement, ça commence par ça. Mais ce qui est intéressant, c'est plus de réfléchir à comment est-ce qu'on amène cette logique de choix aux gens qui ne l'ont pas encore, plutôt que de partir du constat que c'est déjà impossible, ça ne le sera jamais. Du coup, comment on fait ça ? Là, ça m'intéresse. Du coup, comment, justement, on peut offrir à des gens qui pensent qu'ils n'ont pas le choix, une logique de choix où, quelque part, il y a un épanouissement ? Comment on fait ça ? Je pense que ça passe déjà beaucoup par la régulation. Nous, on croit beaucoup au travail indépendant, mais on voit aussi beaucoup ses limites. En tout cas, elles sont beaucoup mises en lumière actuellement par les limites et les dérives du système. Donc, en effet, elles doivent être plus régulées, plus encadrées, mais on pense vraiment qu'actuellement, dans un contexte très franco-français, l'entrepreneuriat, c'est une version très dévaluée du salariat. Et donc le salariat même empêche et freine beaucoup la mobilité et qu'il y a un équilibre à trouver entre la précarité de l'entrepreneuriat, qui est abusée en ce moment par certains prestataires, on en parle souvent, de renforcer un peu l'équilibre, ou en tout cas la couverture sociale autour de l'entrepreneuriat, permettra à plus de monde d'avoir la possibilité de choisir. Mais tant que ce ne sera pas assez régulé et qu'on tombera dans les travers que l'on voit actuellement, ce ne sera pas une forme de vie ou une forme d'emploi qui pourrait être choisie par ces personnes-là. Thibaut, on est parti de bonheur au travail et on parle beaucoup de précarité là. Et ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que si quelque part je me libère de mon entreprise, je vais moi-même à l'aventure, c'est créateur quelque part aussi de potentiel de précarité. Comment on fait que l'équation soit une équation positive et pas négative au final ? Alors, je voudrais revenir sur un point, effectivement. Alors, je ne suis pas du tout en train de faire l'apologie, effectivement, de cette équation qu'on entend beaucoup, qui est qu'un travailleur heureux est nécessairement un travailleur plus performant, parce qu'effectivement, c'est une question qu'on se pose en sciences de gestion, en tout cas depuis 70 ans, et les études sont extrêmement contradictoires sur le thème. Donc déjà, scientifiquement, cette relation, elle est beaucoup plus équivoque qu'on veut bien le croire. Et ensuite, effectivement, prendre l'opérateur bonheur comme porte d'entrée, c'est peut-être pas la bonne solution pour les entreprises. Pourquoi ? Parce que effectivement, ça revient à l'idée que si le salarié est heureux, donc c'est une espèce de disposition subjective, il sera plus performant. Peut-être que la question que doivent se poser en fait les entreprises, c'est comment rendre mes salariés plus performants. Donc, et en étant performants, effectivement, ça va leur permettre de s'épanouir professionnellement. Et donc là, effectivement, on se pose les vraies questions. Pourquoi ? On se pose la question de la performance du salarié, donc on se pose des conditions de travail, on se pose la question des relations manager-manager. Des qualifications, des compétences, des qualifications, de la formation.
C'est ça, de la distribution des rôles et responsabilités. Donc effectivement, si la porte d'entrée c'est le bonheur, ça peut encore une fois nous divertir en fait des vraies questions qui sont les questions managériales en fait. Isabelle. Moi, il y a une chose, Daniel Cohen le disait, on est dans un monde d'incertitude. Alors, ça a toujours été le cas. Je pense qu'il y avait toujours de l'incertitude, mais on le sait encore plus grâce à nos fameux réseaux sociaux qui, toutes les minutes, nous décrivent tous les malheurs du monde, plus que les bonheurs du monde. Ça, c'est un peu le problème. Et c'est vrai que moi, je suis persuadée d'une chose, c'est que tout ça, c'est une chaîne éducative. Et que le bonheur se construit aussi par rapport à sa capacité à affronter l'incertitude, à avoir confiance en soi, à connaître ses valeurs. Et moi, j'interpelle l'entreprise, ou le monde du travail, ne peut pas tout. Elle voit arriver des jeunes adultes, alors qui ont entre 18 et 22 ans, peut-être un peu moins suivant les cas, mais qui ont été formatés par plein de choses. Le collège, l'école primaire, le collège, le lycée. Et honnêtement, moi, je trouve qu'on ne forme... Alors, je resterai sur un modèle français, mais on ne forme pas nos jeunes, pas du tout. On commence un peu dans les écoles de management où on fait exploser plein de choses, à justement se préparer à cette incertitude, à ce changement, à cette envie de s'auto-promouvoir, à cette envie de toujours se former. On parle d'un mot que vous connaissez tous maintenant qui est tarte à la crème, les soft skills, les compétences douces, donc les compétences relationnelles, les compétences personnelles. Et ça, on n'y travaille pas. Il n'y a qu'en maternelle qu'on y travaille. Vous apprenez à travailler en groupe, vous faites de la créativité, vous goûtez au milieu de la classe. Et après, c'est le tunnel du CP aux études supérieures. Et là, vous arrivez dans le monde du travail, on vous dit... Il faut partager l'information, il faut te préparer à l'incertitude, il faut toujours te former. Et on ne nous a pas préparé à ça. Il y a un déficit d'éducation. Je pense qu'il y a un gros déficit d'éducation. Il y a des différences suivant les pays. C'est-à-dire qu'on se rend compte quand on vient un peu à l'étranger que certains pays préparent mieux la jeunesse au monde du travail et en tout cas au choix à venir plus tard. Moi, j'étais à Oslo, on a un peu l'impression en France qu'on est loin. Pendant très longtemps, très loin du monde du travail. Moi, j'étais à Oslo il y a vraiment pas longtemps, et c'est vrai que j'ai vu des choses qui sont très différentes de ce que... Donnez-nous des exemples, par exemple. Eh bien, des idées de travail collectif, des notions de projet, de casser les silos. On n'a pas un cours de maths, d'histoire, on réfléchit l'histoire, la philo, les maths ensemble. On commence très tôt à faire confiance aux enfants sur plein de sujets. On les sort de l'école. Ils ne sont pas assis en randonnion comme ça, ils vont dans... Mais des choses qui existent chez Montessori, mais qui ne sont pas assez développées dans notre système éducatif. Et pour l'anecdote, il y a quelques semaines, j'étais dans la Silicon Valley. Moi, j'ai vu, on devait visiter Google, et on s'est retrouvés devant des grèves de salariés qui étaient en train, justement, de faire la grève, parce que alors, le bonheur au travail de la fameuse entreprise totémique des nouvelles modalités de travail, ils faisaient la grève, carrément, devant le portail. Donc, il y a toujours un malheur et un bonheur. Du coup, Virgile, dans ce domaine des startups que vous connaissez bien, vous ressentez ce déficit quelque part, c'est-à-dire que quand les gens sortent des écoles, etc., en gros, ils ont tout à apprendre Je pense que je rejoins beaucoup Isabelle sur le côté, les soft skills, les deux éléments que je vois le plus marquants comparés à l'étranger. Déjà, l'exercice qu'on est en train de faire, la prise de parole en public. Enfin, moi, j'ai pu exercer en Australie pendant quelques années en ressources humaines. Je voyais des jeunes sortis d'école qui prenaient la parole en public de manière... ils étaient bien meilleurs que n'importe quel orateur français avec 10 ans d'expérience, parce qu'ils le font régulièrement à l'école. Nous, on prend la parole en public à l'école. Quand on est à la dictée, c'est la punition que l'on redoute tous ce dimanche soir, enfant, prendre parole pour réciter la dictée. Donc ça, c'est un élément. Le deuxième élément, sur lequel je pense qu'en France, on n'est pas très bon, c'est sur le fait de valoriser les échecs et ce qu'on peut en apprendre. Donc en effet, c'est un peu le faire face à l'incertitude dont on parlait tout à l'heure. C'est on terrorise, tout le monde est terrorisé. On n'a pas le droit de se tromper en France. Exactement, on n'a pas le droit de se tromper, on n'a pas le droit de se tromper, et donc, alors que c'est un processus qui est très sain dans la construction de soi, en tout cas professionnellement. Et donc ça, on voit en effet des jeunes, et notamment des jeunes arrivés de très bonnes écoles avec des parcours géniaux, arriver en entreprise et n'être pas prêts pour leurs premiers échecs, n'être pas prêts pour leurs premiers euros. C'est deux des éléments qui sont le plus marquants, je trouve. Thibaut, vous partagez ces analyses déficit, même en fait quand la personne se trouve face au monde du travail, déjà il y a un problème de non-éducation, en tout cas d'incompréhension peut-être même certaines fois. Alors, je voudrais revenir sur un point avant, effectivement cette question de bonheur au travail, c'est vrai que c'est un problème de riches en fait, pour le dire très simplement. Oui. Et même en France... C'est un peu ce que j'essayais de dire depuis le début. Non, mais voilà. Et effectivement,
on a mené une étude La dame va ouvrir c'est très bien, vous allez ouvrir la salle et ça va venir. Donc. C'est ça. Non, mais ici, c'est des intellos, tout ça. Seuls les intellos se posent la question du bonheur. Enfin. Donc je vais aller jusqu'au bout parce que je vais aller dans votre sens pour le coup. Enfin pas exactement, je vais essayer de nuancer un peu ça, mais c'est vraiment cette idée. On a fait une étude en 2017 auprès de gens qui sont non cadres, non managers. Donc non cadres, non managers, dans les entreprises, c'est les opérateurs qui sont en bas de la pyramide hiérarchique, si vous voulez. Et effectivement, on se rend compte que les premiers moteurs de l'engagement, c'est pas le sens, c'est pas avoir plus d'autonomie, de liberté, c'est effectivement la rémunération. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on est chez des gens qui ont des problématiques de fin de mois. Et donc, effectivement, le bonheur au travail, ça concerne effectivement des gens qui peuvent se poser la question. C'est la pyramide de Maslow, hein, pour le dire simplement. C'est effectivement, plus on monte dans la pyramide, et plus on se pose des questions existentielles sur effectivement quelle est la finalité réelle de notre travail, quoi. J'allais ouvrir les questions à la salle, donc la dame m'a précédé, donc c'est très bien. Mais si vous avez des questions, s'il vous plaît, on doit avoir des micros qui se déplacent. Et il y a des micros, je ne sais pas. Pas de questions pour l'instant ? Si, la dame, là-bas. Ah, la dame. On va redonner la parole à la dame, et puis après, la dame, juste là. Un jeu avec le micro. Bon, là, vous êtes proche. Alors, du coup, je vais vous le donner. Mais dans l'idée, si quelqu'un veut... Voilà, ça marche. Si quelqu'un veut poser la question, je lui lance le micro et il pose la question dans le cube, là. Allez-y. Il n'y a pas de BSC ? Alors moi, je vais vous dire, mais ça, je l'ai déjà dit, le bonheur, c'est pour nous tous, là, les intellos. Je sais pas. Alors, je ne sais pas quel est le pourcentage de gens non cadres, etc. Je ne sais pas quel est le pourcentage. Alors moi, au point de vue éducation, vous dites la France, Oslo, mais vous savez, on a beaucoup de prix Nobel. Moi, je fais des conférences il y a 2 jours. En 2 jours, j'ai vu 3 prix Nobel, une femme de l'Académie française, donc on n'est pas si con que ça. Ben non. Non, vous avez raison. Personne n'a dit, personne ne l'a dit. Pas si con que ça. Si Et alors, moi, j'ai j'ai été très intéressée par l'intervention de M. Cohen. Tout m'a intéressée. Mais alors, monsieur, pourquoi vous dites que le futur sera un management horizontal, alors que, si vous voulez, les classes moyennes ont diminué? Parce que pour moi, management horizontal, c'est classe moyenne plus ou moins. Vous voyez ce que je veux dire? Plus ou moins. Daniel, merci. Donc on va faire mon improvisation. Oui, merci. Non, horizontal était entre guillemets dans mon raisonnement, c'est-à-dire que c'est au nom d'une horizontalité qui viendrait remplacer la verticalité de l'ancien monde industriel qu'on a été en effet vers de nouveaux modes de management. Mais ce qu'on a découvert, c'est que les entreprises, sous ce couvert de découvrir une autonomie des entreprises les unes vis-à-vis des autres, ont redécouvert ce que Tocqueville avait annoncé il y a très longtemps, c'est-à-dire en réalité, sous l'aspiration à l'autonomie et à la liberté, qui sont des choses qu'évidemment il faut chercher et protéger, une formidable mise en concurrence s'est organisée entre les entreprises eux-mêmes et au sein des entreprises. Donc cette horizontalité, en fait, c'est le mot qui masque la réalité du monde du travail tel qu'il est vécu par la plupart des gens, c'est-à-dire une augmentation du stress, de la précarité, d'une mise en concurrence, parfois au sein même des entreprises, qui fait qu'à coup de bonus et autres, en réalité, on est dans la recherche d'une intensification perpétuelle du travail. Donc s'il y avait une réflexion intégrée, c'est comment une entreprise aujourd'hui peut disposer des moyens de jouer le rôle qui était celui des entreprises dans les années 50 et 60, même si c'était sous une forme qu'aujourd'hui on considère comme pathologique, à savoir protéger ces salariés de la mise en concurrence générale qu'organise la société numérique. Dans le monde d'aujourd'hui, tout le monde est en concurrence avec tout le monde, sauf ceux qui organisent cette mise en concurrence, les GAFA, qui sont tout en haut de la chaîne alimentaire et qui en effet captent, on va dire, la rente générée par leurs propres innovations. C'est ça qui rend cette question importante aujourd'hui. On voit que ça va au-delà de la rémunération, ça va au-delà de la sécurité de l'emploi, du non-emploi. Il y a quelque chose d'anthropologique qui est en train de se jouer aujourd'hui, une espèce de mise en concurrence scientifique organisée par cette société numérique. Alors, moi, je peut-être avoir une forme de réponse qui est moins macro que vous, puisque moi, je m'intéresse à l'organisation. Je crois qu'il y a 2 choses qu'on n'a pas dites. C'est qu'il y a un déficit de management. C'est-à-dire qu'on considère qu'un manager, c'est quelqu'un qui dirige, qui est un expert. On le dit depuis des années et des décennies. Mais il y a un vrai déficit de management. Manager, les managers
quand on regarde l'absentéisme, les managers intermédiaires sont ceux qui sont le plus souvent absents et qui souffrent énormément parce qu'ils sont entre le marteau et l'enclume, les injonctions qui viennent du haut et puis la difficulté à manager le bas, enfin sur plein de sujets. Et c'est vrai qu'il faudrait accepter que manager, c'est un vrai métier et que ça demande du temps. Et en effet, on n'a plus le temps de passer du temps. Alors on parle de slow management, mais c'est de plus en plus rare. La machine à café ne remplace pas le véritable moment où on va prendre du temps avec ses équipes. Et puis la deuxième chose, où vous avez raison, l'intensification du travail donc, rend difficile le management, le métier de manager, mais aussi elle donne le sentiment aux gens de mal faire leur travail. Donc ils ont en effet cette perte de sens dont on a parlé, on rend des tableurs, des tableaux, on fait des chiffres, on ne sait pas où ça va, mais aussi ils ont l'impression de mal faire leur travail. Et ça, c'est par exemple quelque chose qu'on voit beaucoup dans un métier, même s'il se numérise, qui est le métier d'accompagnant dans les hôpitaux, dans les EHPAD. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec des maisons de retraite. Ces personnes qui disaient « mais j'ai pas le temps de m'occuper des personnes, on me donne 3 minutes pour faire une toilette. » Et ça, ce sentiment de mal faire son boulot, on accepte de travailler plus, mais de travailler mal, je crois que c'est de plus en plus un sentiment qui pollue, peut-être pas le bonheur, mais le bien-être au travail. On va prendre la question de la dame, là, qui... Ah. Ah, excusez-moi, on vous prend tout de suite, juste. Donc, le micro là-bas. Ah. Allez-y, madame. Il se trouve que, par le hasard des conférences auxquelles j'assiste, j'ai assisté il y a 15 jours à une conférence à partir d'un livre qui s'appelait « La souffrance au travail ». Et j'ai l'impression d'être dans un autre monde, et vraiment un autre monde. Et il me serait très difficile de résumer, évidemment, en quelques mots, tout ce qui est l'inverse exactement de ce que vous venez de dire. Mais là, je crois que vous avez repris quelque chose qui avait été au centre de ce débat d'il y a 15 jours, c'est que la souffrance au travail était en grande partie, pour beaucoup de travailleurs, la souffrance de ne pas pouvoir bien faire son travail. Parce qu'un travail, ça n'est pas uniquement quelque chose qui vous permet de ne pas crever de faim. Un travail, c'est aussi quelque chose qui vous donne une dignité. C'est quelque chose qui vous construit. Et si ça devient uniquement des questions de management ou autre, si on n'a pas la possibilité de faire bien son travail, ça peut conduire, en effet, non seulement à la souffrance, mais même aux dépressions, enfin à tout ce dont on parle de nos jours. Et la personne qui faisait cet exposé a même employé un terme qui peut paraître de nos jours bien désuet ou qui remonte à d'autres modes d'organisation de société, c'est le terme de l'honneur. Bien faire son travail pendant des générations, des décennies, c'était l'honneur de ceux qui travaillaient. Merci, madame. Mais je trouve que c'est très intéressant parce qu'on part du bonheur pour arriver à la souffrance et on a vu que durant les débats que justement on n'était pas sur une espèce d'unanimité sur le bonheur, mais qu'il y a quand même beaucoup d'obstacles et peut-être que cette question elle se pose un peu en dernier. Mais il faut faire attention, je crois que ôter toute la souffrance n'amène pas forcément du bonheur. Enfin, je crois qu'il faut faire attention aussi à ça. Hein. Leur éviter la souffrance. Mais le bonheur, c'est pas quelque chose. Et je suis assez d'accord avec ce que vous dites, madame, mais je voudrais quand même revenir sur un point. Je pense que c'est aussi bien faire son travail, c'est aussi une question managériale pour le coup. Et on l'a un petit peu oublié. C'est qu'effectivement, il y a une espèce de crise de légitimité des managers. Et on se dit, finalement, dans l'inconscient collectif, le manager, il est là pour faire 2 trucs, pour le dire simplement, prescrire et contrôler. Donc dire ce qui doit être fait et contrôler que le travail a été fait. Ben ça, c'est une vision qui est extrêmement appauvrie en fait, du rôle du manager. Et effectivement, le rôle du manager, c'est permettre effectivement aux gens de bien faire son travail. C'est se poser la question des conditions de travail, encore une fois de la redistribution des rôles et responsabilités, de la relation entre employeurs et employés. Donc réinfuser en fait du management est une partie de la solution.
Comme le temps passe vite, on va une question avec le micro. Ouais. Je crois qu'on va pas avoir de jet de micro. Du coup, je suis un peu déçu. Il y a une dernière question. Ouais, désolé, mais peut-être la prochaine conférence. Alors, c'est super que vous ayez plein de choses à dire tous ensemble. N'oubliez pas qu'il y a un cocktail à la fin, donc ça va aussi nous permettre d'aller un peu plus en profondeur des choses. Dernière question, et ensuite on passe à l'autre conférence. Bonsoir. Moi, je voulais juste rebondir en fait sur. Vous avez dit que c'était un problème de riches. Sauf que je l'entends que quand on est en bas de l'échelle et qu'on n'est pas un salarié cadre, on va au travail pour payer son loyer et pour pouvoir bouffer aussi. Mais sauf que finalement, quand on est tout en haut de l'échelle, est-ce que vraiment on cherche le bonheur ou on cherche pas le profit? Parce que je pense qu'il y a un vrai truc, c'est qu'il y a une frontière qui se forme entre le travailleur qui est tout en haut et qui du coup s'en fout d'être heureux parce qu'il se met plein d'argent dans les poches, parce qu'il y a une espèce d'injonction où j'ai de l'argent donc je suis heureux, et celui qui est en bas, on va lui dire il faut que tu aies de l'argent pour pouvoir vivre, pour pouvoir manger et payer ton loyer et t'acheter la dernière paire de Air Max ou te payer une connexion internet pour pouvoir chercher sur Google. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, on voit très bien. Je me pose, en fait, je me pose la question si c'est vraiment un problème de riches, puisque les plus riches se posent pas la question du bonheur. J'ai ce sentiment-là. Je suis pas sûr. En tout cas, ce que je retiens de votre question, c'est aussi est-ce que de fait les élites managériales ou en tout cas les directeurs, etc., ont vraiment en tête le bonheur de leurs salariés? C'est un peu ça aussi, d'une certaine manière, ce que dit la dame. C'est est-ce que finalement, est-ce qu'ils s'en préoccupent d'une certaine manière de ceux qui sont tout en bas? Alors moi, je me méfie un petit peu de ces visions hyper structuralistes qui opposent effectivement les catégories assez manichéennes. Je ne vais pas faire de procès d'intention. Je ne pense pas qu'il y ait effectivement de réalité englobante avec des managers qui voudraient ou qui ne voudraient pas faire le bonheur de la salariée. Donc je pense qu'il faut sortir un petit peu de cette rhétorique-là, pour le coup, et c'est en recréant effectivement de la discussion, de l'échange dans l'organisation, qu'on peut essayer de réussir à trouver des formes d'action collective qui sont un peu plus win-win qu'elles sont actuellement, quoi. Alors effectivement, vous allez me dire c'est un petit peu naïf, mais on n'a pas beaucoup d'autres choix aujourd'hui. Isabelle, le mot de la fin, moi, je rapidement. vous donnerai chacun un post-it et je vous dirais, écrivez en 5-6 mots ce qui ferait pour vous d'être heureux au travail. Je ne suis pas sûre que vous seriez bien clair par rapport à ça. Je pense qu'on ne se pose pas assez les questions, que ça peut changer au cours de la vie et qu'on est tous très différents les uns des autres. Vous vous êtes dit bonjour tout à l'heure, mais si vous vous posez la question « c'est quoi pour toi le bonheur au travail ?», votre voisin ou votre voisine de droite n'aura pas les mêmes ressorts que celui que vous. Et ça, je crois qu'il faut accepter aussi la diversité des motivations. C'est peut-être un exercice qu'on peut faire avant le cocktail. Faites-le, Virgile, en 30 secondes. Non, c'est très compliqué d'arriver. Je pense que c'est une superbe conclusion de se dire, de se poser la question. Si on part du principe qu'en tout cas on est dans une population privilégiée qui peut se la poser, en tout cas ceux d'entre nous qui le sommes, posons-la nous. Voyons si ça passe par un travail plus épanouissant, une quête de sens, ou ça passe juste par faire son travail bien et rentrer chez soi et aller profiter de ce qui nous passionne plus et qui n'est pas forcément le travail. Mais ça dépend de chacun. Et je pense que c'est important que ceux qui le peuvent se posent ces questions-là. On va remercier nos intervenants et puis à vos post-it du coup pour le cocktail. Et on passe la parole à Zinal pour la deuxième table ronde. Merci beaucoup. Merci à nos intervenants. Merci à Fabrice. Écoutez, je suis ravie. Ça discute. Il y a plein d'avis différents. Alors évidemment, le bonheur, c'est quand même une question existentielle et philosophique. Donc c'est normal que chacun de nous ait son propre avis là-dessus. Juste avant de passer à la seconde conférence, ça va être sur les robots et l'automatisation, donc je suis sûre qu'on va avoir aussi plein de trucs à se dire. Je vais appeler sur scène Raphaël, qui est le cofondateur d'une de nos boîtes qui s'appelle Totem. Et en fait, on va parler de Smart Cafétéria et comment remettre un peu du lien au travail, justement. Raphaël, c'est à toi. Bonjour tout le monde. Je vais essayer de faire un peu baisser la pression parce que c'est très intellectualisé. Alors moi j'ai fait l'école polytechnique, mais en fait tous ces discours, ça nous aide pas forcément au quotidien. Et je vais expliquer aussi un peu pourquoi. Oui. Donc vous le savez, on passe 80 000 heures au travail. Ça représente à peu près 9 ans, 24 heures sur 24. Et en fait aujourd'hui... ce qu'on laisse vraiment transparaître des gens au travail, c'est à peu près ce qu'on voit sur cette photo, c'est-à-dire une petite partie rationnelle
Et comme le décrit très très bien Frédéric Laloux dans un bouquin que je vous invite à lire qui s'appelle « Réinventons les organisations », toute une génération, en fait, quand on arrive devant une tour à la Défense, devant un costard, on prend sa personnalité, on la laisse à l'entrée, puis on arrive dans une belle salle et en fait on s'exprime pas. Donc ni son potentiel, ni sa créativité, rien du tout. Donc on peut parler de productivité, de tous ces biais-là, mais on peut aussi parler de juste laisser les gens être soi-même sur le lieu de travail. Et du coup, en fait, quand on laisse que 1/16e de la personnalité de quelqu'un rentrer dans un bâtiment, tout le reste, c'est 1/16e, voire beaucoup moins. Donc on a beaucoup rationalisé le travail, comment être plus productif, comment faire toujours plus, travailler plus, avoir des softwares, tous ces éléments-là. Et après, on accueille les gens dans des bureaux aseptisés qui ne ressemblent même pas à la vie de tous les jours. On demande aux gens de travailler 1 heure de plus et on leur demande de payer le café 20 centimes. Mais en fait, le premier levier de productivité, c'est d'enlever les biais mentaux des gens par rapport au travail, par rapport au fait d'être accueillis sur un lieu de travail. Il y a une époque, on accueillait les gens, on leur offrait un café. On arrive dans une boîte, on n'a même pas un café. À la fin de la journée, en fait, on va pas vouloir travailler plus, ça paraît simple. Mais en fait, autour de cette question-là, il y a une question de générosité. On veut changer le rapport entre l'employé et l'employeur. Ça commence ici, en fait. C'est quand on arrive, est-ce que déjà on est accueilli ? Et du coup, nous, chez Totem, on se bat un peu contre juste cette idée toute simple. Et on crée vraiment des cafétérias conviviales. Un salaire, c'est au moins 1 500 €. Un café gratuit, ça va coûter pas grand-chose, 8 € par mois pour du bon café. Et après, on demande toujours des leviers de productivité, mais en fait, ça commence par des choses simples. Moi, j'ai visité 300 bureaux en 3 ans. J'ai vu certains bureaux, moi, je veux bien avoir le meilleur software que vous voulez, le meilleur manager que vous voulez, mais à la fin, en fait, on n'a même pas envie d'y aller, on n'a même pas envie de se lever. Et du coup, la question, c'est comment, en fait, on peut enlever des biais mentaux et par cette générosité qui est toute simple, en fait, déjà, c'est le premier point. Si elle n'est pas là, on peut parler de beaucoup de choses, on peut intellectualiser le bonheur, le travail, tout ça, mais ça commence juste là. Et du coup, nous, on va faire quelque chose de très connecté. Donc, c'est de la tech au service de l'humain. C'est pas de la tech pour mieux monitorer, pour savoir à quelle heure vous arrivez au travail, à quelle heure vous partez. C'est déjà de quoi vous avez envie. Et après, on va pousser le concept beaucoup plus loin. C'est qu'on va regarder en fait à quelle heure les gens mangent, à quelle heure les gens prennent des pauses, à quelle heure ils arrivent au travail, à quelle heure ils partent. On a des boîtes, les gens ils arrivent à 5 heures, ils partent à 22 heures. Et il y a en fait toute la fin de journée, il n'y a plus de nourriture, les gens ils peuvent pas s'alimenter. Et je rappellerai que nous, du coup, on fait un totem, c'est ce lieu de rassemblement. Et le seul but du totem, en fait, c'est de rappeler que le premier besoin des gens, avant de vouloir chercher de la productivité, de la performance, c'est en fait, on a des besoins primaires. Avant, on allait au travail, oui, pour avoir un lieu chez soi, pour pouvoir se nourrir. Mais sur le lieu de travail, c'est pareil. Et en fait, juste de remettre l'alimentation, qui est un des premiers besoins physiques de manière saine, pérenne, pour tous les employés, ça coûte beaucoup moins cher que 100 € de plus sur le salaire à la fin du mois. Et pourtant, ça fait tout son effet parce que on va aller dans cet endroit, on va parler avec quelqu'un d'autre, on va avoir une bonne discussion. Le marketing va parler avec le développeur. Et Google Food, tout le monde pense que c'est quelque chose qui a coûté hyper cher et qu'ils l'ont fait parce que c'est Google. Mais en fait, non, c'est parce qu'il y a vraiment un levier de productivité qui est juste dans le fait que les gens ils ont des interactions, ils vont parler à d'autres personnes, une personne qui est payée, je sais pas, 50 000 € par an, elle va coûter quasiment 100 000. Donc 1 heure de perdu pour aller dehors, pour arriver plus tard le matin parce qu'on a dû manger, en fait, ça va coûter beaucoup plus cher que d'offrir de la nourriture gratuite à tout le monde. Et en France, en fait, on teste absolument pas ça. On reste dans notre pensée qui est très très rationnelle. Faut travailler plus, etc. Mais revenez aux choses vraiment vraiment simples. À la fin de la journée, ça fait toute la différence. Du coup, je vous invite à regarder un peu la cafétéria qu'on a créée ici. Et finalement, celui-là, je pense qu'il change un peu la donne aussi. Quand on arrive ici, on se demande, c'est bien différent que ces cadres aseptisés. Et en fait, les gens ici sont beaucoup plus heureux, peuvent réfléchir, se sentent accueillis tels qu'ils sont. Et vraiment, la question, c'est comment on peut être soi-même en entreprise. C'est le premier levier pour qu'il n'y ait pas de problème de biais mentaux, parce qu'on finit tous par se bloquer par rapport à l'employeur pour différentes raisons. Voilà, tout simplement. C'est 5 minutes, moi. J'ai pas le droit à plus.
Mais du coup, la vraie question, c'est en fait, si on peut même pas être soi-même à la machine à café, où est-ce qu'on va être soi-même? Bah, absolument nulle part. Merci Raphaël. Merci. Alors Raphaël sera là au cocktail, j'espère, s'il y a des questions. Et en plus, c'est son anniversaire, donc joyeux anniversaire Raphaël. Merci d'être là et d'être là pour ta soirée d'anniversaire avec nous. J'appelle les intervenants de la deuxième conférence à me rejoindre sur scène. Raphaël Bertolon, Laetitia Vito et Daniel Kaplan. C'est moi qui modérerai cette seconde conférence, donc je suis très heureuse de parler avec vous de l'automatisation du travail. Juste avant le début de notre conférence, je vais vous mettre une petite vidéo sur l'intelligence artificielle qui donne bien le thème de la conférence. Attention, ça dure 4 minutes. Quand vous postulez à un emploi et que votre CV est retenu, vous passez forcément par la case « Entretien d'embauche ». Ce que je voudrais savoir, c'est que votre parcours professionnel... Eh bien ça, c'était avant. En 2049, vous serez probablement recruté par une intelligence artificielle. Des dizaines de multinationales font déjà appel à l'IA pour sélectionner les meilleures candidatures à l'issue des entretiens vidéo. Mais alors, comment ça marche? L'IA analyse d'abord le langage du candidat. En quelques mots, mon métier, j'établis des stratégies avec nos clients prospects. Elle étudie ensuite la prosodie, c'est-à-dire l'intonation, et le débit de parole. Donc j'ai pu voir, appréhender l'évolution étape par étape. Enfin, elle analyse les émotions du candidat grâce à l'étude de ses micro-expressions, comme sa façon de sourire, de hausser les sourcils ou encore de plisser les yeux. AilleurVue est l'entreprise pionnière du secteur. Son logiciel analyse plus de 25 000 données par vidéo et les compare à celles des meilleurs employés de l'entreprise pour laquelle il postule, afin d'attribuer une note au candidat. Ce qui fait dire au fondateur d'AilleurVue And we really build an algorithm, a model based on the company's desires and hopes for their talent pool. So it's a way to replicate their most successful people. En France, l'entreprise EasyRecruit propose le même type de service sans l'analyse des micro-expressions. L'IA compare les prestations des candidats en concurrence pour un emploi et leur attribue un classement. Notre outil aujourd'hui, il a un taux de corrélation avec ce que pensent les recruteurs qui est de 70%. Donc c'est quand même pas mal, c'est-à-dire que dans 70% des cas, les recruteurs disent « je suis d'accord avec le classement qu'a fait EasyRecruit ». Pour les recruteurs, l'IA permettrait ainsi de gagner du temps et donc de pouvoir étudier plus de candidatures. Et ce, partout dans le monde. Nos clients, avant d'utiliser la vidéo et l'IA appliquée à la vidéo, ils se limitaient dans les candidats qu'ils allaient présélectionner parce que ça leur prenait beaucoup de temps de faire ces présélections qui se faisaient avant par téléphone. Donc quand ils recevaient, je vais vous dire une bêtise, quand ils recevaient 100 CV pour un poste, ils allaient mettre de côté une quinzaine de CV et appeler ces 15 candidats en vue d'en rencontrer 5 ou 6. Grâce à la vidéo, ils vont être beaucoup plus larges. Les retours de nos clients, c'est qu'en moyenne, c'est 50% de temps économisé sur les phases de présélection. Le revers de la médaille, c'est qu'il n'y a aucune garantie que la vidéo soit vue par le recruteur, surtout si la note du candidat est plutôt faible. C'est noté ici, dans les conditions générales d'utilisation. Et nous, on milite auprès de nos clients pour dire voilà, vous avez demandé au candidat de prendre le temps de faire une vidéo, ça leur a pris 5-10 minutes de faire une vidéo, la moindre des choses c'est de regarder cette vidéo, voilà, donc nous on milite pour ça, après c'est le choix du recruteur de nous suivre ou pas. En France, des recruteurs hésitent encore à sauter le pas. C'est le cas de Gonzague Lefebvre, cofondateur d'une start-up de recrutement, qui a décidé de ne pas développer ses solutions intelligentes pour analyser les vidéos d'entretien. Sur la prosodie, l'évaluation du rythme de la voix, effectivement on peut en sortir des données, mais comment est-ce qu'on les relie à un choix de recrutement? Est-ce que quelqu'un qui parle vite, c'est quelqu'un qui est très dynamique ou quelqu'un qui est stressé? Si je parle peu, est-ce que justement je suis très précis et très factuel ou justement je n'ai pas grand-chose à dire? Donc effectivement, on peut en tirer des informations, mais comment on les lie à une décision de recrutement? Ça, c'est très compliqué. Moi, ce qui me fait peur, c'est que j'ai rencontré quelques recruteurs qui utilisaient l'intelligence artificielle dans la vidéo et sans hésiter, je me suis rendu compte qu'ils ne comprenaient pas et ne savaient pas comment était fait l'algorithme. Et du coup, ça, je trouve ça extrêmement dangereux. C'est-à-dire, je l'utilise parce que je trouve que c'est bien, parce que je pense que je vais faire mieux, mais en fait, dans la réalité, c'est probablement moins efficace à l'heure actuelle que ce que eux auraient pu faire. Malgré ses limites, l'IA n'a pas dit son dernier mot. L'an dernier, les startups de ressources humaines ont levé plus de 5 milliards de dollars. Le fait que les startups qui sont dans les nouvelles technologies, y compris l'intelligence artificielle, reçoivent autant de financement de la part des investisseurs, montre bien que derrière, il y a une énorme demande des entreprises
pour les années futures. EasyRecruit revendique déjà collaborer avec 70% des entreprises du CAC 40, qu'il s'agisse d'analyser automatiquement des vidéos d'entretien, de prendre rendez-vous via des chatbots ou de screener des CV. Je suis très heureuse de vous accueillir ici tous les trois. En plus, pour préparer cette conférence, j'ai lu plusieurs de vos articles chacun et je vous avoue que je suis assez admirative parce que j'ai appris plein de choses. Alors évidemment, quand on parle intelligence artificielle, robots, d'ailleurs dans l'un de tes articles, je vais tutoyer tout le monde ici parce que comme on a vu, De Family, c'est un lieu où on essaie de créer du lien et je trouve que tutoyer c'est quand même plus agréable, surtout si on passe 45 minutes ensemble. L'idée quand on parle de robots déjà, c'est, j'ai beaucoup aimé une définition que tu as donnée dans l'un de tes articles, Daniel, toutes les formes d'automates physiques et logiciels s'appuyant ou non sur l'intelligence artificielle. Donc quand on va parler de robots, on va parler de ça ce soir. Donc ce mythe, c'est un mythe qui est maintenant c'est un sujet à la mode, comme la déconnexion il y avait quelques mois, quelques années, mais c'est aussi un mythe finalement assez ancien, comme le mythe de Golem. Et il y a toujours eu cette idée de robots qui vont forcément peut-être prendre le pouvoir sur les humains. Alors il y a évidemment le côté positif où c'est très manichéen, c'est soit on trouve ça génial parce que du coup on va avoir tout notre temps pour nous et que on va ne plus avoir de tâches désagréables à faire, soit on trouve ça horrible parce que mon Dieu, et on connaît les blockbusters américains, on est fini quoi. L'humanité est terminée. Donc j'aimerais bien qu'on revienne peut-être sur ce mythe. Laetitia, dans ton livre Du labeur à l'ouvrage que tu as sorti en septembre, tu reviens justement sur cette idée de technologie finalement et sur cette peur légitime ou pas qu'on a. Est-ce que tu peux nous en dire peut-être un peu plus pour cadrer le débat ? Alors, bonsoir à tous. Tu as raison de dire que la question du remplacement des robots, des humains par les robots, c'est un très très vieux sujet, c'est un mythe, ça fait partie des mythes. Qui est prépondérant dans la science-fiction, qui est une dystopie qu'on aime craindre et dont on parle à tout bout de champ, parfois pour dire tout et n'importe quoi d'ailleurs. Quand on s'intéresse à l'histoire récente, c'est-à-dire les 200-250 dernières années, on voit que ça a vraiment pris la forme moderne qu'on connaît aujourd'hui au moment de la révolution industrielle britannique, au début du 19e siècle, quand l'industrie du textile était complètement transformée par des nouvelles machines qui sont arrivées, des nouvelles machines à tisser, et où il y a un certain nombre d'ouvriers dont l'emploi était directement concerné, qui se sont mis à se révolter et à casser les machines. Et cet acte de casser les machines parce que ces machines menacent son emploi, ça a pris le nom du leader de cette révolte, dont on ne sait même pas d'ailleurs si c'est un personnage fictif ou pas, dont le nom est Ned Ludd, L-U-D-D, et on a parlé de ludisme à propos de tous les mouvements qui s'opposent à la machine, qui veulent casser la machine ou qui affirment que la machine va détruire l'emploi pour toujours et partout et que demain ce sera la fin du travail. Il se trouve que pour les ouvriers du textile, en effet, la filière a été transformée, les métiers ont été transformés. On a retrouvé le même problème à Lyon, 3 décennies plus tard, avec la révolte des canuts, exactement. Et donc, régulièrement, à intervalles réguliers, on a comme ça des groupes, des grappes de métiers, d'individus qui sont concernés par la substitution ou la transformation ou la disparition de leur métier. Et à l'échelle individuelle, c'est évidemment une réalité. Ceci dit, à l'échelle de l'agrégat économique, à l'échelle globale, pour l'instant, la fin du travail n'est pas visible, n'est pas prête d'arriver. Jusqu'ici, il y a toujours eu ce qu'on appelle un déversement, c'est-à-dire des emplois qui se disparaissent quelque part et puis qui se recréent ailleurs, dans un autre secteur, dans un autre domaine, des nouvelles filières qui se créent, ou parfois des filières qui sont si transformées qu'en fait, ça augmente énormément la productivité et la taille du marché, si bien que ça crée quand même beaucoup d'emplois supplémentaires ailleurs dans la chaîne de valeur de la production en question. Et beaucoup des ludistes ou des néoludistes d'aujourd'hui disent « oui, mais aujourd'hui, c'est différent.
aujourd'hui, on est vraiment, vraiment menacé. C'est vraiment la fin. Voilà, c'est vraiment la fin. Et c'est vrai que ça, finalement, ça revient un peu à toutes les époques. Et tout nous laisse penser qu'il y aura encore ce déversement-là. Et on sait qu'il y a des besoins des besoins de travail, des besoins d'emploi considérable demain. On sait prédire avec absolument avec une certitude l'évolution démographique. On sait que d'ici 10 ans, les premières générations du baby-boom vont arriver à l'âge de 75 ans et vont être en situation de dépendance pour certains d'entre eux, vivre avec des handicaps, etc. On sait qu'on va avoir massivement besoin d'aide à domicile, on sait qu'on va avoir massivement besoin toujours d'infirmières, de médecins, etc. Que dans tout ce qui est services de proximité, il va y avoir énormément de besoins. Et la question, ça n'est pas la fin du travail, est-ce que le robot va supprimer le travail? Les questions, il y en a, je dirais, au moins deux. C'est est-ce que les emplois dont qu'on aura besoin demain seront solvables? Est-ce que les emplois qu'on va créer seront de la même qualité au sens de protection, paiement, etc. Que ceux de l'âge industriel? Et comment est-ce qu'on va assurer la reconversion de ces centaines de milliers, voire millions d'individus dont l'emploi va changer ou qui devront exercer un autre métier demain. Et c'est finalement ce sujet de la reconversion qui est peut-être plus intéressant que celui de la fin du travail de manière abstraite. Merci beaucoup Laetitia. Alors tu vois, j'avais tellement hâte de parler de fin du travail que je vous ai même pas présenté. Alors je vais vous laisser vous présenter déjà tous les trois. Laetitia peut-être d'abord, hein, j'ai dit que tu avais écrit un livre du labeur à l'ouvrage. Tu écris aussi plusieurs articles. Je te laisse en dire un peu plus sur. Oui, alors j'écris sur le futur du travail. Donc j'écris beaucoup d'articles, de livres blancs, notamment pour le média Welcome to the Jungle, parce que je suis rédactrice en chef de la partie entreprise, donc sur des sujets RH. Et puis je viens de publier le livre du laveur à l'ouvrage chez Kalman Levy, qui est sorti le mois dernier. Merci Raphaël. Donc Raphaël Berthelon. Donc moi je suis syndicaliste. Je travaille dans une banque régionale et j'ai été élue au sein de la CFE-CGC, secrétaire nationale à l'économie, industrie numérique et aussi je m'occupe du logement. Voilà. Merci beaucoup d'être là, Raphaël, ce soir. Bonjour, Daniel Kaplan. Moi, je suis d'abord un dinosaure du numérique. J'ai créé une société dans ce domaine-là au moment où ça ne s'appelait pas numérique, mais éventuellement télématique. Bon, heureusement, ici, là, j'ai plus élevé que d'habitude. Donc, certaines d'entre vous vous rappelez du Minitel, par exemple. J'ai été l'un des premiers à concevoir des services composé autour de le ça. 3615. Non, maintenant, c'est Voilà. Twitter. On a le hashtag. Voilà. Hein, si vous... Et puis, j'ai créé surtout en 2000 une sorte de laboratoire d'idées, d'actions, centre de recherche indépendant qui s'appelle la Fondation Internet Nouvelle Génération, que j'ai dirigé assez longtemps. Aujourd'hui, je travaille en créant une autre structure qui s'appelle l'Université de la Pluralité. Je travaille sur le futur par le biais des imaginaires et des arts. Merci beaucoup. Alors justement, je vais vous parler de ça. Daniel et Raphaël, quand on a discuté, vous m'avez fait me rendre compte de quelque chose d'assez vrai finalement. C'est quand on fait des projections, on a un cadre et parfois, quand les projections ne fonctionnent pas, c'est qu'on n'a pas pris en compte des événements hors cadre. Et la plupart des projections qui ne fonctionnent pas, c'est à cause de ces événements hors cadre. Alors, Laetitia, tu parlais d'inégalité. On voit bien que dans beaucoup de pays occidentaux, il y a une sorte de crise de la démocratie. On a la question de l'environnement, de l'écologie. Donc, avant même cette idée de zéro boulot grâce aux robots, moi, j'ai envie de dire, est-ce qu'on prend en compte vraiment tout ou pas. Et par exemple, Raphaël, je sais que tu es statisticienne dans l'un de tes nombreux métiers, l'une de tes nombreuses casquettes. Et justement, tu m'as parlé de ça, tu m'as parlé des angles morts. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Et puis aussi par rapport aux robots, ces angles morts qu'on ne prend pas en compte quand on se dit en 2049, on aura de moins en moins de labeur, et puis en 2149, on n'aura plus de travail. Alors, effectivement, je voulais revenir un petit peu sur cet exercice de projection, en fait, et se projeter en 2049. En fait, je voulais dire déjà que c'est pas uniquement se réduire à la vision technologique.
puisqu'il y a de nombreux facteurs. Je vais prendre juste un exemple. On aurait pu penser, si on avait fait l'exercice il y a 30 ans, le premier métro automatisé était en 83 et on se serait dit, de toute façon, la profession de conducteur de métro aura disparu dans 30 ans. Sauf que ce n'est pas le cas parce que les montants d'investissement sont tellement colossaux. Je crois qu'une rame de ligne 14, c'est 15 millions d'euros. Donc c'est vraiment extrêmement important. Et pour dire qu'il y a d'autres facteurs, comme le montant des investissements, par exemple, il y a le facteur de l'acceptabilité aussi, qui est extrêmement important, et l'acceptabilité sociale. Donc voilà, il y a vraiment une pluralité de facteurs. Le deuxième élément que je voulais dégager, c'était de dire que, en fait, aujourd'hui, on nous fait des promesses technologiques, mais il faut quand même dégager le vrai du faux. Sur la voiture autonome, quand on lit le livre blanc de l'INRIA sur la voiture autonome, on apprend que déjà mettre 100 000 voitures ensemble sur les routes, on a déjà un peu de difficulté à gérer toutes les données et à assurer la sécurité. Idem sur l'intelligence artificielle, on voit qu'on nous promet l'intelligence supervisée. Or, si on regarde le discours de Yann Lequin lors de sa séance inaugurale au Collège de France, il compare l'intelligence artificielle à un gros gâteau au chocolat et il dit on sait faire l'intelligence par renforcement, l'intelligence artificielle par renforcement. Et puis l'intelligence. Ce qu'il disait, c'est qu'en gros, on a juste le glaçage, c'est ça. Voilà, mais supervisé, mais par contre, la partie non supervisée, c'est l'équivalent de la génoise, donc c'est 95%, et on ne sait pas quand est-ce que ça arrivera. Donc c'est un peu remettre aussi, et par rapport à toute cette vague d'imaginaire qui nous vient de la Silicon Valley, où on nous met déjà les choses qui n'existent pas encore, quoi. Et puis, la troisième chose, c'est quand on fait des prévisions, il faut peut-être aussi penser à l'impensable ou l'improbable. Et aujourd'hui, on raisonne en se disant que les ressources sont infinies. Or, on commence à prendre conscience, mais le numérique augmente, la consommation d'énergie dans le numérique augmente de 9% par an. Là, il y a un récent rapport qui vient de sortir qui dit que c'est l'équivalent de 2 à 3 fois la consommation de ce que nous, en France, on produit. On ne peut pas continuer éternellement, donc il va peut-être falloir penser à des nouveaux modes. Alors, une fois qu'on a dit ça, quelles sont les tendances? Et j'ai envie de dire, je vais essayer de me mouiller, hein. Il faut, là on est dans un lieu bienveillant et donc vas-y. Donc ça a déjà été évoqué, mais la polarisation des emplois, et moi je crois qu'elle est pas finie. Enfin, en tous les cas, en tant que syndicaliste, nous on essaye de se dire que il faut pousser le maximum de personnes du bon côté. Voilà. Donc ça c'est une tendance importante. C'est une conviction, moi je pense qu'on sera plus dans une forme d'hybridation. Bien sûr qu'il y aura du remplacement de machines comme par exemple, pour reprendre l'exemple des métros, hein, le tourniquet a remplacé le poinçonneur, mais il y aura quand même besoin d'hybridation entre par exemple une intelligence artificielle et un humain. Et puis la tendance une troisième tendance sur la plateformisation. Moi, je pense que effectivement, on va vers un travail et où la donnée, et c'est tout le sens aussi du travail que j'ai effectué au sein de la CFE-CGC, va devenir de plus en plus vraiment important et où la donnée devient vraiment le capital. Tout à l'heure, il était fait référence aux machines. Moi, je pense on passe de ce matériel à ce nouveau capital qu'est la donnée, qui est un actif stratégique. Voilà pour un petit peu. Pour l'introduction, on va revenir sur certains des thèmes que tu as abordés, notamment le fait
supprimer peut-être un travail qui a déjà été pré-automatisé. On reviendra sur ce sujet avec toi, Laetitia. Mais d'abord, je voulais continuer sur cette notion de penser l'improbable. Alors Daniel, tu as une phrase que j'aime beaucoup, presque poétique, qui dit « Il faut s'appuyer sur la fiction pour décaler le regard ». Et je suis assez d'accord avec ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de justement cette université de la pluralité et ce imaginizing. Comment, grâce à la fiction, on arrive à imaginer d'autres futurs et pourquoi, enfin, l'homme est un animal qui imagine avant d'agir. Pourquoi on a absolument besoin d'imaginer? Pourquoi les écrivains ont encore leur place chez nous, dans le monde? D'abord, c'est biologique et anthropologique. Hein. On est des animaux enfin, les humains, peut-être pas que les humains d'ailleurs, parce qu'on est en train de réaliser que les animaux font plus de choses qu'on ne le croyait, mais qui commençons par, même sur le geste le plus basique, comme ramasser ce micro, qui commençons par nous figurer dans nos têtes le geste et l'imagination active les mêmes zones du cerveau que l'acte réel. Mais évidemment, ça se prolonge jusqu'à la manière dont on cadre quelque chose. On parlait tout à l'heure de projection dans le futur. Alors la première chose qu'on apprend quand on fait de la prospective, c'est que ça n'est pas de la prédiction et que la prospective se juge non pas par l'exactitude de ce qu'elle a raconté, mais par sa capacité à mettre en action et à identifier des chemins d'action qu'on n'aurait pas spontanément identifiés. Et dans ce cadre-là, d'abord, effectivement, la manière dont on se représente les choses, le type d'imaginaire que l'on projette est fondamental. Je vous prends un exemple typique, d'ailleurs, de notre discussion aujourd'hui, mais c'est normal à nouveau, c'est pas nécessairement une critique. L'un des derniers projets que j'ai animé à la Fondation Internet Nouvelle Génération s'appelait Transition au carré, sur le lien entre transition, ou plutôt la difficulté du lien entre transition écologique et transition numérique. Et une des choses qui nous a frappé, c'est à quel point, au départ, c'est difficile de faire parler des gens qui viennent du champ technologique et des gens qui viennent du champ écologique, parce qu'ils ont, dans leur conception du monde, par exemple, une relation à la limite, aux limites, qui n'a rien à voir. La limite, pour un technologue, c'est une barrière, c'est comme on dit dans la recherche, c'est un verrou, il faut le faire péter. La limite pour un écologue, c'est quelque chose en deçà duquel il faut se ramener. C'est pas du tout la même attitude mentale. Et donc, dans le débat sur l'IA, quand même, ce qui me scotche à chaque fois, et on est en 2049 quand même, hein, dans notre débat ici. En 2049, je ne crois pas vraiment à l'effondrement général, mais la question écologique, elle est présente de manière massive, avec des effets énergétiques, des effets sur les ressources, des effets économiques de dérangement et des effets migratoires, des effets sociaux massifs. Donc l'hypothèse, il y a quand même une hypothèse qui est peut-être boulot zéro robot, hein, qui est une hypothèse dans laquelle ces systèmes hyper connectés, hyper informatisés, hyper dépendants les uns des autres, etc., ne fonctionnent pas, non pas parce qu'ils se sont globalement effondrés, mais parce que plus ils sont dépendants les uns des autres, plus il est probable que certains morceaux ne marchent pas à tel ou tel moment. Et ça, cette question-là, elle est dans le champ, et d'ailleurs dans 100% des programmes d'innovation dans cette question-là, mais même dans les débats sur l'éthique de l'IA, elle n'existe pas. Elle n'existe pas parce qu'elle ne fait pas partie de notre perception mentale, quelque part. Alors, pour penser l'impensable, il y a un autre exemple que je donne. Moi, j'ai posé la question à quelques personnes. Alors, je suis à The Family, donc j'espère qu'on va me donner des contre-exemples, mais j'ai posé la question qui est, est-ce que vous avez beaucoup d'exemples d'usage de l'intelligence artificielle qui sont radicalement nouveaux, c'est-à-dire qui ne nous permettent pas de faire mieux des choses qu'on sait déjà devoir faire, mais qui vont chercher de l'inédit complet. Et après tout, quand même, historiquement, la technologie passe son temps à élargir l'espace des possibles. On aime ou on n'aime pas, mais le moment où on crée des réseaux sociaux, il se passe quelque chose qui n'est pas qu'on fait mieux ce qu'on faisait déjà. Et là, j'ai des gens qui me disent « Ouais, non, écoute, puis tu sais, c'est pas vraiment fait pour ça, etc. » Mais c'était vrai de toute l'informatique, ça n'a jamais été fait pour ça. Au contraire, justement, il y a toujours eu cette tension entre l'optimisation, la création, le dérangement. Et là, eh bien, justement, ce que j'ai trouvé pour le moment, c'est des artistes, par exemple. C'est des gens qui se servent de l'IA pour et qui essayent de se dire, est-ce qu'il y a
une capacité de création de quelque chose qui n'a rien à voir avec une intelligence consciente, mais par ces formes d'exploration, de remalaxage de contenu. Donc il y a des musiciens qui aujourd'hui créent. Alors il y a les musiciens qui créent avec des logiciels qui disent ce qui va réussir, mais c'est pas le sujet. Mais il y a des musiciens qui ont poussé la musique algorithmique bien plus loin grâce à des IA. Il y a des plasticiens comme Grégory Stasnowski qui travaillent aussi sur l'Umwelt de la machine. Il y a des créateurs de scénarios qui ont fait faire des scénarios, qui ont dit voilà, on va faire le scénario, puis on va jouer ce qu'il a produit. Alors la première itération, c'était n'importe quoi. Les acteurs vaillamment essayaient de jouer ce qu'avait produit. Et puis la deuxième fois, le scénario, on l'a un peu dit à la machine quand même, c'était un scénario sur le fait que les machines écrivaient des scénarios. Et c'est devenu un truc relativement intéressant. Ça, c'est le premier endroit. Et le deuxième endroit, c'est que dans la science-fiction, il n'y a pas que des endroits, que des science-fiction dans lesquelles les machines remplacent les humains, etc. Il y a une réflexion sur ce que serait un être-machine réellement intelligent et conscient. Et par exemple, il est très peu probable qu'une machine réellement intelligente et consciente décide d'exterminer l'humanité. C'est très humain comme comportement d'exterminer tout ce qui n'est pas nous. Il y a à peu près que nous qui faisons ça dans l'existence. Pardon ? Je pensais que c'est l'amour de son prochain, le comportement très humain. Mais non, c'est ça plus peut être aussi, l'extermination. mais en tout cas, seuls les humains ont cette attitude d'exterminer tout ce qui n'est pas eux, y compris quand ils cultivent. Il faut qu'il y ait qu'une espèce qui pousse, tout le reste doit mourir, etc. Et c'est pas du tout certain que... Donc, par exemple, dans le cycle de la culture de Ian Banks, on a au contraire des intelligences artificielles qui sont, alors on est dans 10 000 ans, mais qui sont extrêmement sages et qui nous trouvent en fait incroyablement rafraîchissants parce qu'on est moins rationnel qu'eux. Donc voilà, il y a des formes de coexistence intéressantes. Il y a d'autres qui disent finalement ces IA, elles vont nous laisser vivre comme des rentiers parce qu'on leur coûte pas bien cher. Enfin, il peut y avoir plein d'autres choses intelligentes, intéressantes, créatives à essayer de chercher ça. Et donc là encore, finalement, il y a un premier manque d'imagination qui est qu'on imagine d'abord, mais on verra que c'est il est vraiment présent, et ça produit le scénario A dont parlait Daniel Cohen, c'est qu'on conçoit et on achète ces machines-là dans cette idée exclusive, ou presque exclusive, de quand même remplacer du travail humain. Ça ne veut pas forcément dire, on verra tout à l'heure, qu'il n'y a plus de travail. Ça veut dire que quand même, il y a une vraie question sur des contrats de travail. Mais en fait, justement, j'aimerais bien embrayer sur ça, parce que ce que tu dis, c'est que on a souvent tendance, dans le pire des scénarios, de se dire voilà, les machines vont nous exterminer. Mais au final, ce que tu dis, c'est que il y a, pour le moment en tout cas, et sûrement en 2049 toujours, c'est que, en fait, finalement, il y a des entreprises qui sont derrière ces machines, parce que l'intelligence artificielle est très coûteuse, on voit au niveau écologique, mais en termes d'argent, tout simplement. Donc, c'est des décisions coûteuses et délibérées qui produisent ces intelligences artificielles, et souvent, c'est dans des buts de réduction de coûts ou dans des buts d'augmentation de la valeur en fonction du gain financier. Et ce que tu dis par rapport à l'imagination, enfin ce que j'ai compris, c'est qu'il pourrait y avoir des intelligences artificielles où en fait le but ce serait pas juste de réduire les coûts, mais le but ce serait d'aider aux inégalités sociales, d'aider par exemple les personnes âgées, d'aider à trouver des réponses à l'environnement. Enfin, j'aimerais bien que ton avis là-dessus, parce que j'ai l'impression que c'est un peu moi, j'essaye d'apprendre à mes étudiants qu'il faut se débarrasser de l'idée que la technologie sert à résoudre des problèmes. C'est une très mauvaise idée, c'est très faux. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est les humains qui, du coup, programment. Oui, alors si je peux me permettre, je vais vous lire un petit texte qui est un texte marrant. Vas-y. Il y a 6 ans, à Paris, à la pyramide du Louvre, se tenait la grande conférence mondiale des spécialistes des interfaces homme-machine. Ça s'appelle CHI, Computer Human Interface. Et 4 chercheurs qui avaient donc soumis un papier qui était retenu sont venus à la tribune et ont dit en fait, on ressemble à des chercheurs, mais on veut vous dire, on est des robots diaboliques venus du futur. Venu de 2063, pour vous remercier, vous, acteurs, des concepteurs d'interface, d'avoir préparé l'humanité à son asservissement par nous. Et on vient maintenant, parce que de toute façon c'est foutu, même si vous êtes conscient, vous ne pouvez plus rien faire. Et le texte est vraiment savoureux, c'est un très très beau texte, à la fois de recherche,
Donc je vous en lis un tout petit morceau. Donc la communauté des spécialistes des interfaces sur machine a pris sur elle la responsabilité de concevoir des technologies faciles d'utilisation, accessibles, efficaces, amusantes et omniprésentes. À première vue, ces efforts semblent avoir rendu la vie plus facile, plus agréable, mieux informée, plus saine et plus durable, mais rien ne pourrait être plus éloigné de la réalité. Que voici, c'est que nous, robots du futur, avons toujours suivi les efforts enthousiastes et pourtant mal avisés de la communauté, les réorientant à l'occasion vers leur véritable objectif, l'asservissement complet de l'humanité par nous. Et ça, c'est quasiment la conclusion. Un effort important a même été consacré à augmenter directement ou discrètement la charge de travail des humains, permettant aux machines de se consacrer à des tâches plus gratifiantes. Au XXIe siècle, la majorité de vos recherches a été consacrée à accroître la dépendance et l'affection des humains vis-à-vis des machines. En conclusion, nous souhaitons vous féliciter, etc. Alors, c'est évidemment un appel à la responsabilité des professionnels, qui a beaucoup parlé à ces gens-là, et je peux vous dire, pour connaître beaucoup de chercheurs en informatique, que beaucoup d'entre eux se demandent, adorent leur boulot au quotidien, parce que c'est des maths, etc., mais se demandent ce qu'ils sont en train de faire au monde. Mais au-delà juste de ces spécialistes, en effet, la question, c'est quand même qu'il faut une demande. Et de ce point de vue-là, moi, je buvais du petit lait dans ce qu'écoutait, dans ce que disait Daniel Cohen. Je ne sais pas si c'est vrai, si la réciproque est vraie, mais il va dire que oui. C'est-à-dire que au fond, on est face à, dans ce qu'on raconte aujourd'hui des robots, etc., l'agenda de ceux qui achètent ces robots, il est vieux comme l'informatique, hein, et il est masqué par le même discours de bullshit. Grâce à ça, d'abord, à l'époque, il y a quelques décennies, on disait on va informatiser que la soute, hein, non, jamais la relation client, tout ça, non, c'est trop important. Justement, ça va vous permettre de vous dédier à la relation. Et puis évidemment, c'est pas ce qu'on a fait depuis le début d'ailleurs, hein, les automates bancaires, les services, j'en ai fait, hein, je sais. Mais au fond, il y a un agenda qui n'est pas un agenda forcément de disparition du travail, mais qui est un agenda qui consiste à chercher à se débarrasser à l'intérieur de l'entreprise des contrats de travail. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Il peut y avoir autant de travail, mais avec moins de contrats de travail. Parce que les contrats de travail, c'est compliqué, c'est difficile à virer, ça coûte cher, c'est des coûts fixes, etc., etc. Donc tout ce qu'on va pouvoir réduire là. Et ça, celui-là, il est très très fort. Dedans, il y a l'automatisation. Mais dedans, il y a l'externalisation, qui quand même est au moins aussi ancienne et très puissante. Il y a la plateformisation, il y a tout ça. L'IA est presque secondaire dans cette question-là. Les plateformes se créent d'abord sur des technologies très basiques, sans intelligence artificielle, qui doivent tourner tout le temps, et puis éventuellement vont en rajouter un peu après, mais c'est rarement le contraire. Et de ce point de vue-là, l'un des outils de ça a été quand même la robotisation des emplois avant les robots. C'est-à-dire le fait de transformer toute une série d'emplois inférieurs ou intermédiaires en emplois soumis à des process, à du reporting, à des indicateurs hyper précis, etc. Moi, quand j'avais créé ma première boîte, j'avais recruté des commerciaux. Et les commerciaux, c'était un animal très bizarre à l'époque, qui détestait les règles, qui détestait le reporting, qui adorait être... C'était une liberté, un commercial. Pour moi, c'était un animal... Mais voilà, aujourd'hui, c'est pas du tout le même travail. Vous passez votre temps à vous faire guider avec des applis, à remplir des trucs. Et une fois qu'on a robotisé l'emploi, évidemment, comparer la performance de l'humain à cette machine devient facile, mais c'est par construction. Oui, totalement. D'ailleurs, cette histoire de pré-automatisation et d'automatisation, Laetitia, dans ton livre, tu en parles beaucoup. Et d'ailleurs, tu cites Keynes à un moment qui, déjà à l'époque, disait « Avec la technologie et les gains de productivité que nous allons faire, nous allons arriver à une société où on travaillera 15 heures par semaine. » Alors, pour le moment, c'est pas vraiment le cas, ou en tout cas, pas pour tout le monde. On a évidemment tous en tête la vidéo de Charlie Chaplin qui devient fou en tournant des boulons. Cette histoire de pré-automatisation, d'automatisation, cette idée d'avoir un agenda, sans tomber dans la théorie du complot évidemment, qu'est-ce que tu en dis et qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça ? L'histoire des robots zéro boulot, est-ce que c'est pas un peu l'arbre qui cache une autre forêt. Qui cache la forêt la plus importante. Oui. C'est comme finalement ce qu'on dit tous à cette table-là, c'est que finalement on ne peut pas isoler le robot hors du contexte historique, culturel, politique, économique, environnemental qui le voit vivre. Le robot, s'il est possible, peut être improbable. Et on a même aujourd'hui ce paradoxe de la non-automatisation. Parce qu'en fait, il existe beaucoup de choses qui peuvent être automatisées, qui ne le sont pas. Pourquoi ?
plusieurs raisons. Soit parce qu'on a des emplois qui sont protégés, et que du coup on n'automatise pas parce qu'on a des employés qui le font, qu'on ne peut pas renvoyer comme ça du jour au lendemain. Ça, c'est dans certains pays, notamment en France. Ou alors, et là aussi je prends un exemple en France dans l'autre sens, plutôt l'Angleterre par exemple, où le coût du travail est très bas et le salaire minimum est très bas. On a des emplois qui pourraient être automatisés qui ne le sont pas parce qu'il y a des travailleurs qui sont tellement moins chers. Qu'est-ce que vous allez vous embêter à faire des investissements considérables dans des machines très coûteuses alors que vous pouvez avoir des petits néo-esclaves qui coûtent vraiment pas cher. En plus, on ne s'embarrasse pas particulièrement de contrats qui sont lourds puisque de toute façon on peut les virer du jour au lendemain. Et donc pourquoi automatiser et donc finalement, si on est dans une situation où on peut avoir des formes de néo-esclavage, et ça vraiment, dans le monde entier, on a des formes de néo-esclavage qui existent encore ou qui ressurgissent, pourquoi automatiser? Et donc, le robot peut très bien ne pas exister, il est possible, mais il ne sera pas produit en série, et il n'existera pas dans les entreprises ou chez les particuliers. C'est pareil, on a exactement le même sujet dans les services à la personne. On dit on va développer des robots qui vont être capables de remplacer des aides de domicile. Mais que nenni, d'abord ça va être vraiment très complexe parce que rien que faire une tasse de thé, c'est quand même très 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 compliqué du point de vue de la robotique. On n'y est pas encore. Hein. Identifier ce qui pourrait être une théière, identifier ce qui pourrait être un sachet de thé, demander à la personne âgée ce qu'elle voudrait comme thé et puis naviguer dans un environnement qui peut être éventuellement rempli d'objets, etc. Ah non, mais voilà. Donc, voilà, des choses comme ça, des choses qui nous paraissent les plus simples sont les choses les plus difficiles à automatiser. Et en plus, ces aides à domicile, non seulement elles ne font pas que faire du thé, elles font une multitude de tâches très variées. On se rend compte qu'en fait, du point de vue de la robotique, pour l'instant, on n'y est pas. Dans 30 ans, peut-être, qui sait, les progrès sont rapides, mais ça sera toujours très 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 cher. Or, les emplois aujourd'hui de services à la personne sont des emplois qui sont très peu valorisés, très peu payés, avec des conditions de travail très difficiles. Autrement dit, on n'imagine pas pour l'instant un remplacement, une substitution des humains par les machines. Et pour revenir à Keynes et ses 15 heures, ça nous ramène au sujet des gains de productivité. Donc les machines permettent des gains de productivité. Or, ces gains de productivité, en fait, rien ne dit comment ils vont être utilisés. Et c'est ça le sujet, comment ils vont être partagés. Voilà. Un gain de productivité peut être partagé de plein de manières. Et Keynes était parti du principe qu'on allait avoir le même modèle que celui de la période qu'il voyait émerger, qui était cette période d'une répartition entre différentes parties prenantes qui mettait les travailleurs dans une position assez favorable. Il voyait venir ce monde-là, et il l'a appelé de ses voeux aussi. Or, on n'est plus dans ce monde-là, on est dans un monde où ces gains de productivité ne bénéficient globalement pas aux travailleurs. En gros, il y a plusieurs parties prenantes qui peuvent profiter des gains de productivité. Ce sont les consommateurs, les travailleurs, les actionnaires. En gros, comment on partage ce gâteau, voilà, le partage de la valeur. Et finalement, voilà, le sujet, très profondément, le sujet de quel futur on aura avec ou sans machine, c'est celui-là. Et ça, c'est un sujet qui est profondément politique, sociétal. Et donc, on a vu effectivement une baisse du temps de travail pendant de nombreuses décennies. Et puis, on est arrivé en France aux 35 heures. Et là, d'un coup, le débat a changé et c'est devenu autour de la flexibilité. Et du coup, on n'en parle plus, c'est devenu un tabou. Et aujourd'hui, en fait, le temps de travail, c'est quelque chose qui est aussi très polarisé. Vous avez des gens qui travaillent effectivement 15 heures, mais qui ne l'ont pas nécessairement choisi. C'est 15 heures pas bien payées d'ailleurs. Et ça, c'est tous les petits boulots, les temps partiels subis, les temps partiels globalement majoritairement féminins, des boulots pas valorisés. En Allemagne, c'est ce qu'on appelle les jobs à 400 €, et c'est quasiment à 90% des femmes. Et puis vous avez une petite élite de gens qui disent oh non mais les 35 heures vous plaisantez, moi c'est 50, c'est 60 et puis où allons-nous? Et alors eux effectivement ils se vantent de travailler toujours plus, c'est un statut social, travailler 50 heures, 60 heures, ça montre votre importance, vous êtes incontournable, il est impossible que vous travailliez moins que ça. Et du coup on a cette espèce de polarisation à l'extrême, et là on est dans quelque chose qui est complètement culturel, qui est pas du tout un débat économique ou un débat de productivité. Merci beaucoup. Justement, par rapport à ça, Raphaël, tu parlais d'avoir une vision positive ou une vision négative de l'automatisation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Oui, alors, moi je rebondis sur la question de partage des richesses et partage de la valeur, parce que c'est vrai que nous, au sein de mon syndicat, la CFE-CGC, c'est cette manière-là dont on aborde, et notamment tout ce qui est robotisation. Je donnais l'exemple, je ne crois pas que ça détruise du travail, ça produit plus des gains de productivité, et la question c'est après comment on va le répartir. Et donc je citais l'exemple d'une entreprise que j'avais visitée à Lyon, filiale d'une TI allemande, où ils avaient fait le choix de robotiser toute la chaîne de production. Ils ont travaillé bien en amont, accompagné les salariés, et donc ça a pris 2 ans. Mais au bout de 2 ans, c'était une entreprise de 250 personnes. Ils avaient tellement réduit les prix de fabrication de leurs pièces. En fait, ils étaient plus très loin de la Chine. Et avec l'augmentation du chiffre d'affaires, ils sont passés 2 ans ensuite de 250 à 270. Donc ils ont, grâce à la réduction, les gains de productivité, en fait, ils ont pu quand même embaucher. Donc, en fait, dans l'approche, pour nous, cette question de gain de productivité, elle est centrale, et y compris dans les modèles sociaux qu'on peut définir. Hein. D'ailleurs, il y a le rapport Villani qui en parle très bien, justement, de ce sujet-là. Comment on va, au travers des nouveaux modèles et du nouveau partage de la valeur, c'est vraiment la question de comment on va pouvoir redistribuer. Et j'ajouterais, par rapport aux différents parties prenantes que tu citais, il ne faut pas oublier aussi la fiscalité, les impôts, parce qu'aujourd'hui, on le voit bien avec les GAFA, avec l'évitement fiscal qui est quand même très important, c'est évidemment central. Je voulais aussi dire qu'en fait, nous, on a une approche, si on regarde l'évolution aussi du travail, il y a bien évidemment l'impact technologique, mais il y a eu l'impact de la financiarisation des entreprises, et qui ont conduit quand même à ce que je vais qualifier à prendre du mauvais risque, au détriment du bon risque. Alors cet accroissement d'objectifs de rentabilité et de concurrence qui est mise va générer, et notamment le risque psychosocial, hein, parce que pour moi il est directement lié avec l'accroissement du niveau de rentabilité. On le voit aussi sur tout ce qui est l'exemple avec Volkswagen, les notions de fraude, ça pousse aussi dans le travail à faire des erreurs et même à tricher. On a également aussi une augmentation de délocalisation qui est pas forcément qui est vue dans une vision court-termiste en se disant on va gagner parce que ça va coûter moins cher, mais en fait on s'aperçoit quand on compare, et notamment l'usine de Lyon se comparer à des concurrents, et en disant ils ont voulu faire marche arrière parce qu'ils n'avaient pas la qualité, et en fait même au bout de 6 mois c'est déjà trop tard. Donc ça produit du risque, du mauvais risque. Et à l'inverse, nous, ce qu'on veut, c'est avoir du bon risque et du pari, justement, de l'investissement de long terme, et qui va là redonner du sens au travail et redonner vraiment, y compris même du travail, quoi. Voilà. Du travail. Merci beaucoup. Je vais vous poser une dernière question pour conclure, et peut-être laisser 1 ou 2 questions à la salle, et ensuite on ira discuter en profondeur de tous ces sujets-là autour d'un verre. Quand on dit robot, zéro boulot, alors souvent on attache la notion de travail à la notion de labeur. Après, parfois, on a cette idée presque religieuse du fait que si on ne travaille pas dur, on n'a pas le droit à la bonne soupe chaude à la fin de la journée. Mais il y a aussi une imagination positive autour du travail, le travail comme émancipation, le travail comme ouvrage, le fait qu'au travail, on rencontre du monde, donc ça crée du lien social. Il y a une idée aussi où si on ne travaille pas, qu'est-ce qu'on ferait de notre temps? Pour certains, pas forcément pour tout le monde. J'aimerais votre avis à tous les trois, peut-être pour conclure.
est-ce qu'on peut vraiment imaginer un monde sans travail du tout? Qu'est-ce que vous en pensez, justement, par rapport à cette fiction-là? Est-ce que chacun peut nous donner sa fiction en 1 minute pour le monde, ou en 2049, ou peut-être un peu plus tard? Qu'est-ce que vous en pensez? Daniel, tu me parlais d'imaginer le travail comme un impôt temporel. J'aimais bien l'idée. C'était pas moi qui... Dans un article à toi. Je citais quelqu'un, je crois. Alors, premier élément, il y a des penseurs depuis longtemps qui l'imaginent comme une bonne nouvelle. Le droit à la paresse de Paul Lafargue, qui est un très bon texte, très intéressant, 1880. Et il lit d'ailleurs... alors, c'est plutôt à la fin du salariat, qu'il lie à la fin de l'attachement des riches à la consommation, déjà à ce moment-là, et de cette double aliénation par le travail et par la consommation. Et donc il dit c'est une formidable nouvelle, et c'est grâce aux machines, donc on en a cité déjà quelques autres, en voilà un de plus. Cela dit, la question quand même, c'est par quoi on remplace, par quoi on s'accomplit. Moi je peux juste faire 2 propositions, 2 ou 3. La première, c'est, on peut déjà commencer par imaginer un monde sans ce qu'on appelle les bullshit jobs, les jobs à la con, qui servent à rien, mais par exemple trader, marketing direct, ou des choses comme ça. Un monde sans ça, c'est-à-dire que ça, c'est pas des boulots à automatiser, c'est des boulots à supprimer. Parce que automatiser le trader, ça donne le trading à haute fréquence, c'est-à-dire l'horreur au carré. Donc, voilà, il y a des choses qu'il faut supprimer. La question ensuite... Bon, s'il y a des traders dans la salle, voilà, on a des boulots en entrepreneuriat. Faites autre chose, vous savez faire des choses super, vous êtes dynamique, je vous pense êtes qu'il n'y a pas de trader, etc. Bon, voilà. Deuxièmement, si on se place dans un monde sous contrainte écologique, et vraisemblablement on est dans un monde sous très forte contrainte écologique, on ne sait pas imaginer ça non plus, il y a vraisemblablement des choses qui vont changer dans l'actuelle manière de séparer travail, vie personnelle, etc. Il est possible que des tâches de production quotidienne, peut-être alimentaire, que des tâches de réparation liées à la résilience, que des tâches de solidarité, de care, etc. reprennent de l'importance, et que peut-être c'est des emplois qu'il faut désautomatiser quand ils l'ont été. Laetitia avait commencé à montrer que, mais en fait, on en a automatisé un certain nombre, voire déprofessionnalisé. Parce que y a le fait de transformer un certain nombre de solidarités en emplois normés, des gens qui font les tournées, etc., c'est pas forcément évident, ni pour les personnes qui sont dans ces emplois, ni pour les personnes qui sont censées en bénéficier. Je prends juste un tout petit exemple. Quand j'étais à un truc qui s'appelle le Conseil national du numérique, on avait fait un rapport dirigé par Valérie Peugeot sur la question de l'inclusion et du numérique. Et c'était pas une question de l'inclusion numérique, mais de l'inclusion dans une société où le numérique joue un rôle important. Et beaucoup d'associations qui travaillent vraiment sur la grande inclusion nous alertaient sur le fait que la numérisation de toute une série de services essentiels, publics ou pas publics, éloignait les gens de l'accès à ces services, non pas parce qu'ils avaient un problème avec le numérique, mais qu'ils avaient un problème avec les formulaires. Et donc, ils ne comprenaient pas la langue, la logique de ces interlocuteurs, et qui n'avaient plus d'interlocuteurs, justement. Et donc, on avait plaidé, avec un demi-succès, mais quand même un peu, sur l'émergence de fonctions nouvelles de médiation de services, pas de médiation de je suis au guichet de la CAF, je suis au guichet, etc., mais de médiation d'aide pour l'accès aux ressources essentielles d'une société telle que la nôtre, et comme des métiers extrêmement valorisés, parce que c'est des métiers dans lesquels on est censé pouvoir se mettre à la place des autres, et en plus en gérant des choses vraiment de confiance. Donc voilà peut-être des choses sur lesquelles il peut se passer, on peut essayer, mais en commençant peut-être quand même par supprimer un certain nombre de travaux qui servent à rien, pour là vraiment libérer des Sans énergies. Les robots, mais juste les supprimer. Oui, okay. Non, surtout pas les robotiser. Surtout pas les robotiser, très bien. Raphaël? Ça va être très rapide, et puis en plus ça a déjà été évoqué précédemment, mais c'était l'amour du travail bien fait. Enfin, si on pouvait retrouver l'amour du travail bien fait et redonner aussi du sens au travail, voilà, ça serait, c'est juste ces 2 choses. Parfait. On va tous dire la même chose un petit peu autrement. C'est bien, c'est pour conclure, tu vois. Mon utopie à moi, c'est l'artisanat, c'est le retour aux valeurs de l'artisanat pour tous, donc d'autonomie, de la créativité, de la responsabilité, effectivement, le travail bien fait, l'amour du travail bien fait. Et les plus belles utopies, on les trouve au 19e siècle, on les trouve, moi je suis très férue de culture britannique, on les trouve dans le mouvement Arts and Crafts, chez des philosophes comme John Ruskin ou William Morris, qui avaient déjà écrit une utopie
dit dans la seconde moitié du 19e siècle, dans laquelle il disait que voilà, demain tout le monde sera artisan et on ne sera occupé qu'à faire des belles choses et à s'entourer de belles choses. Et dans ces belles choses, en fait, il n'y a pas que les choses qu'on peut toucher et qu'on peut fabriquer de ses mains, il y a aussi toutes ces relations humaines qui nous enrichissent, ces relations humaines singulières qui finalement sont de l'ordre de l'artisanat aussi, parce que c'est unique, parce que c'est singulier. Et ces relations humaines singulières, c'est des relations où on prend soin les uns des autres. Et donc, entre les belles choses et le soin des uns des autres, on a voilà, un futur qui peut nous faire un peu rêver. Donc, on finit par une espérance que les robots nous amènent vers le beau, le bon, le bien, comme disait Platon. Est-ce que vous avez des questions? J'en prends peut-être une. Et ensuite, madame, vous avez déjà parlé, mademoiselle aussi. Donc, peut-être d'autres personnes. Oui, est-ce que... Ouais, le cube, du coup. Attention, on va jeter le cube. Quelqu'un là-bas qui a... Ouais, monsieur? Avec les lunettes, vous avez... Ouais. Vous allez être la seule question de la deuxième conférence, et puis ensuite on ira discuter ensemble. Bonsoir. On a parlé tout à l'heure de donner du sens et de tous les effets de la digitalisation. Il y en a un qu'on n'a peut-être pas beaucoup évoqué, c'est la capacité à rapprocher le client du fournisseur, de l'individu, en termes d'individu. Et en même temps, dans le sens du travail, il y a aussi le fait de créer de la valeur qui bénéficie aujourd'hui beaucoup dans le système aux actionnaires, qu'ils réinvestissent ou pas, mais en tout cas. Et est-ce qu'on pourrait imaginer un futur où finalement chaque salarié est actionnaire et bénéficie directement de la valeur qu'il produit? Ça existe déjà, hein, ça existe déjà. Il y a l'artisanat qui est un bon moyen. Et d'ailleurs, et là, on est tous des clients, hein, donc faire marcher les circuits courts, c'est donner de la valeur, du sens et sans doute du plaisir à ceux qui le font. Hein. Donc là, on est tous acteurs, je le rappelle quand même, parce que finalement, le futur, il est d'abord construit par les clients. On se fait peut-être un peu arnaquer par les GAFA de temps à autre, mais elles rendent des grands services aussi, sans GAFA, pas de circuit court. Et donc voilà, moi, je m'interroge sur l'avenir du capital, de l'organisation financière des entreprises aujourd'hui. Est-ce que cette organisation financière va évoluer vers plus de partage et vers finalement chaque salarié actionnaire de son outil? Je pense qu'on a une nouvelle thématique pour le cycle 2049, la finance en 2049, on va y penser. Allez-y peut-être, qui est-ce qui veut répondre? Ça ne se passera pas tout seul. L'histoire est faite de rapports de force et il va falloir faire évoluer ces rapports de force et surtout retrouver un sens du collectif, de la négociation du collectif, parce que dans cette transition que nous vivons, nous faisons porter sur l'individu et sur l'individu seul le fardeau de sa quête de sens, comme si ce sens était quelque chose d'individuel, alors qu'il est collectif à pratiquement tous les égards. Et donc si on arrive à réinventer des formes d'organisation, de coopératives, de guildes, de nouveaux syndicats, de nouvelles formes de négociation collective, qui auront des formes qui seront différentes de celles héritées de l'ère industrielle, alors non seulement on est libre d'imaginer, mais on peut le faire advenir. La meilleure manière de prédire le futur, c'est de le créer. Daniel? Alors, sur votre question de la relation directe entre producteurs et consommateurs, il faut quand même être clair, le numérique fait aussi et produit aussi énormément de fonctions d'intermédiation. Demandez aujourd'hui aux hôteliers ou d'autres qui sont complètement intermédiés par Booking, qui leur prend une marge énorme, s'ils trouvent qu'ils ont une relation directe. Beaucoup de ces plateformes... Bon, après, ça aide aussi quand même Booking. Pardon ? Je me fais quand même l'avocat positif du numérique. Ça fait quand même, pour certains hôtels qui n'ont pas du tout c'est possible. Je dis simplement que... vous avez beaucoup de plateformes qui s'insèrent et qui deviennent les conditions d'accès au client, et le client est d'abord le leur. Donc, il se peut très bien que dans un certain nombre de conditions, en fait, on en soit très content et qu'on n'ait pas du tout envie de gérer les clients. Hein. Mais en tout cas, on ne peut pas prétendre qu'on soit dans un monde de désintermédiation dans le numérique. Cette tension, elle a toujours existé. On la retrouve sur des technologies qu'on appelle la blockchain aujourd'hui, mais plutôt comme une espèce de perspective fuyante qui a du mal quand même à émerger. Alors sur la question du capital, ce qui est en tout cas intéressant, c'est qu'on retrouve, elle s'est jamais complètement éteinte, mais des vraies politiques
polémique sur un monde fondé sur la détention privée en société, de préférence anonyme, etc., du capital. Et donc il se passe quelque chose autour de la mission des entreprises, du rapport entre l'objet économique et l'objet sociétal, etc. Là, je rejoins Laetitia. Il se passe quelque chose, il y a quelque chose en germe, il y a quelque chose qui se cherche, il y a quelque chose qui s'essaye, il y a pas mal d'endroits. Donc c'est vraiment intéressant. C'est encore du signal faiblard quand même. Hein, et le capitalisme financier est quand même très puissant, très dominant, très capable d'agir, très adaptable. Donc ça va être chaud quand même. Raphaël, peut-être en 2 minutes. Oui, en 2 minutes, juste pour dire que ça fait partie, nous, des travaux qu'on mène justement pour reprendre pied dans le capital de nos entreprises. Bon, on a quand même l'épargne salariale, c'est pas rien, c'est 126 milliards. Après, il y a aussi la retraite complémentaire, article 83, c'est 50 milliards. Donc, il y a quand même des moyens de reprendre pied dans le capital de nos entreprises. Après, il faut organiser, flécher, voilà. Il y a par exemple les Canadiens, il y a des syndicats canadiens qui gèrent eux-mêmes des fonds comme ça et qui participent à la gouvernance. Et c'est quand même un des leviers aussi pour trouver, reprendre pied dans le capital de nos entreprises et pouvoir avoir une gestion qu'on peut, avec laquelle on va être d'accord, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Raphaël, Laetitia, Daniel. Merci à vous d'avoir été là ce soir. Puisqu'on parle de vision du monde, je tiens à vous inviter le 13 novembre. On fait une autre conférence avec le cycle 2049 sur nos projections, justement. On fait un partenariat avec Bright Mirror. En gros, on a beaucoup de tech backlash, pour utiliser un affreux anglicisme qui dit que la technologie, voilà, ça va vers la fin, ça nous amène à la fin du monde. Et nous, on veut prendre le contre-pied de ça. Donc, on veut imaginer ce que la technologie peut apporter de bon. Donc, avec ce cycle Bright Mirror qui est porté par l'entreprise Blue Nove, avec laquelle on fait ce partenariat aussi, on imaginera le 13 novembre. On va parler des nouvelles mobilités, des transports, et on va laisser le public imaginer ce que sera le monde en 2049, et ensuite on vous appellera sur scène et vous lirez vos projections. Voilà, donc j'espère au 13 novembre, et restez avec nous pour approfondir la discussion. Merci beaucoup.